déjà la prévention, c'était une chose qui était plus que d'actualité il y a 40 ans. Je peux en parler, j'ai un certain âge, mais maintenant ça devient plus qu'une actualité, c'est devenu une urgence. Alors très rapidement, pour montrer peut-être que la prévention, il y a 40 ans, n'était même pas, et là je parle sous le contrôle de mon collègue, qui est professeur de santé publique, il n'y avait même pas le mot de prévention, d'éducation à la santé, y compris dans les textes de l'assurance maladie. Ce qui faisait qu'en particulier, un traitement préventif, par exemple, et nous étions parmi les meilleurs dans la vaccination. J'ai connu, à Lyon en particulier, ceux qui ont développé la vaccination et qui, plus particulièrement, dans les pays du Sud, ont sauvé des millions de personnes. Malgré cela, il n'y avait pas le mot prévention. Ça doit faire réfléchir, c'est peut-être là où le mot éthique fait un tout petit peu peur. La réflexion, elle doit être sur les pratiques. Ça n'a rien de philosophique. Mais cela montre tout simplement que bien souvent, alors que nous étions les meilleurs, eh bien, on n'avait même pas dans l'idée de faire un lien avec le problème économique. Nous étions simplement dans un geste qui était de santé publique, qui était un peu désincarné de la médecine et qui ne se trouvait pas dans le principal organisme de remboursement. Et vous savez bien qu'en France aussi, un remboursement, c'est une officialisation d'une technique, bien qu'elle puisse avoir des résultats auparavant, mais c'est une manière de pérenniser au niveau des pratiques bien souvent. Alors, pour être, si vous le voulez bien, non pas trop intellectuel, mais disons que même dans l'éthique, la prévention est un des systèmes les plus importants. Il s'appelle le système conséquentialiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas amené à prendre une décision parce qu'on le doit, parce que la loi l'oblige, ou simplement parce qu'on estime que c'est le bien. Vous avez compris là qu'il y a la voie déontologique et la voie téléologique. Eh bien, c'est une autre voie là, qui est une voie de responsabilité. En quoi elle est de responsabilité ? C'est-à-dire la voie conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des conséquences. Et moi, je peux vous dire, en tant qu'ancien professeur de médecine légale, que ne pas avoir pensé à l'avance de la conséquence de ces actes peut tout à fait vous être reproché, alors qu'il y a 40 ans, il était hors de question que ceci se fasse de cette manière, où c'était un grand scandale dans les journaux. Donc tout ça pour montrer que non seulement la prévention m'apparaît extraordinaire à être connue. Je ne parle pas ayant travaillé avec mes collègues de sciences humaines sur la retraite. J'ai appris une chose, et on a essayé de le faire passer au ministre, que la retraite ne se prépare pas au moment où on a 65 ans ou 70 ans. Ça se prépare dès l'âge de 35-40 ans. Car en définitive, tout le côté intergénérationnel, tous ces éléments-là sont des éléments systémiques, c'est-à-dire qu'il est tout à fait important d'agir sur un nombre de points particulièrement importants pour éventuellement aboutir à ce qu'on veut, c'est-à-dire le moins cher possible, mais le plus actif. Alors tout ceci, j'espère que je vous ai convaincu que la prévention, c'est quand même top, comme on dit en ce moment dans les nouvelles générations. Mais alors là, aujourd'hui, on va parler pas obligatoirement de tout ça, parce que la science avance, la santé publique se construit, et elle devient présente. Et c'est vrai que ces notions, depuis maintenant une année que vous avez, j'oserais pas dire subi, mais que j'espère que vous avez apprécié, One Health, une seule santé,
et d'autre part Global Health, la santé globale, eh bien, sont particulièrement importants. Une seule santé, car c'est un décentrement total de la personne en tant qu'être humain qui régnerait en quelque sorte aux dépens de toutes les autres vies, y compris au niveau des vies qui peuvent être même celles considérées végétales. Alors bien sûr, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, mais toute cette réflexion entraîne, pour ceux qui le travaillent un peu, y compris dans des fondations métaphysiques. Au niveau de la Bible en particulier, vous avez une hiérarchie des êtres humains. C'est ce qu'on appelle la Genèse, etc., etc., etc. Et nous avons vécu dessus depuis plus de 2000 ans, etc. Bien, One Health, une seule santé, et nous avons la chance là, plus particulièrement, d'accueillir 2 collègues qui vont nous amener en définitive leur connaissance, et nous en avons bien besoin. Déjà, le professeur Antoine Flahault, qui est à ma droite, est le grand patron de la santé publique et de Global Health à l'Université de Genève. Il a construit, bien sûr, un institut. Il y a 2 ou 3 ans déjà, il a fait un énorme congrès où tout le monde se pressait, y compris Cortot lui-même. Et il m'a raconté en effet toute l'importance de ce colloque. Et je pense que c'est heureux parce que dès le départ, c'est-à-dire il y a 4 ans, quand nous avons commencé avec le doyen Djilali Annane à faire une telle succession de conférences, en quelque sorte, sur le sujet de One Health et Global Health, eh bien, il a accepté tout de suite d'être dans le conseil d'administration, donc il est officiellement au niveau de notre faculté et de notre université, l'UVSQ, membre de ce conseil d'administration, et depuis 4 ans, il nous a tout le temps aidés jusqu'à conseiller, il faut bien le dire, les différents intervenants, dont la plupart ont été applaudis par vous. Et je tiens à vous remercier, et surtout à le remercier lui, par rapport donc à ce souci constant de nous suivre jusqu'à aujourd'hui, la dernière réunion de l'année. Bien. Cortot, qui se trouve à côté de lui, prendra la parole ensuite, justement pour essayer de réfléchir en tant que bioéthicien sur ce que j'ai essayé d'évoquer très vite, qui est tout simplement la vaccination. Donc, nous allons donner la parole, s'il veut bien la prendre, à Antoine, qui non seulement est une référence, comme je viens de le dire, mais en plus un ami. Et les amis, ça se partage. Donc, partagez ces connaissances, vous verrez, et vous deviendrez meilleur. Merci Christian, merci de cette invitation. Merci Cortot aussi. Très, très heureux de revenir dans un des endroits où j'ai été formé jeune, puisque j'étais externe à l'hôpital Foch, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir et aussi d'émotion que je viens vous parler de prévention comme cet enjeu de santé globale, et en effet dans une dynamique et une approche One Health. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier sur cette thématique à laquelle nous allons parler toute cet après-midi. Je commencerai par évoquer, parce que très souvent on est sur un mode un peu désenchanté dans le monde, et souvent pour les nouvelles générations c'est inquiétant et préoccupant. Mais je voudrais qu'on se rende compte qu'on a vécu ces dernières décennies des succès énormes de la santé globale. S'il y avait un domaine que l'on pourrait dire particulièrement, peut-être pas abouti, mais en tout cas qui a vraiment connu de très très grands succès, c'est bien la santé globale. Et je prends ici 3 exemples. Le premier, c'est l'éradication de la variole. Ça s'est passé à Genève en 1958 au départ, quand l'Union soviétique est venue en mai
à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est le conseil d'administration de l'OMS, pour proposer une résolution. Et tout le monde ricanait en disant c'était le milieu de la guerre froide, la tension géopolitique était à leur comble. Et en fait, tout le monde a accepté cette résolution. Et 22 ans plus tard, en 1980, toujours à Genève, a été déclarée l'éradication totale de la variole, une maladie qui a prélevé 300 millions de vies au seul XXe siècle, plus que toutes les guerres et toutes les famines du XXe siècle, qui ont été particulièrement, comme on le sait, enfin, le siècle a été particulièrement meurtrier sur ce plan, comme on le sait. Donc, heureusement qu'on s'est débarrassé de la variole aujourd'hui, et grâce à cette santé globale, à ce multilatéralisme qui a été très, très efficace. Vous voyez sur les courbes du milieu un doublement de l'espérance de vie dans tous les pays du monde. En fait, il n'y a pas un seul pays qui a été laissé pour compte, même si on voit toujours une inégalité qui n'a jamais été comblée, notamment entre l'Afrique et le reste du monde. Mais on a un doublement, et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc on a en un siècle quelque chose qui est phénoménal. On ne le doit pas uniquement à la santé, c'est aussi bien sûr à l'éducation, c'est aussi à l'économie, aux revenus des gens. Mais voilà. Et puis parfois on me dit oui, mais ça c'était ça date d'un siècle, enfin c'est le siècle dernier, la variole et tout ça. Non, depuis 1990, on a divisé par 2 la mortalité infantile, et vous avez, ça c'est la courbe, l'air sous la courbe est rose là sur l'écran que vous avez, mais vous avez aussi ce qui se serait passé si on en était resté à l'état de 1990. Donc vous voyez qu'on a finalement, on continue de façon presque linéaire à des progrès absolument manifestes en matière de santé globale. Les défis restent nombreux, j'en citerai ici quelques-uns et on va en explorer un en particulier. Je citerai le dérèglement climatique, qui vous est certainement assez familier, que le Lancet, assez optimiste, voit comme une opportunité pour la santé globale, opportunité pour qu'on réagisse, qu'on prescrive mieux, qu'on soigne mieux, qu'on parfois less is more, qu'on soigne moins aussi, etc. Les inégalités de santé, j'aime assez bien cette figure, parce qu'on pense souvent égalité dans un pays comme la France, et penser équité, c'est assez intéressant. Vous voyez, le grand, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il voit le match, il voit le stade, il voit le spectacle. Le petit, si vous l'aidez, si on aide de façon égalitaire tout le monde, on va aider aussi le grand, et le moyen et le petit, mais le petit ne verra toujours pas. Et le moyen, ça ne lui servira pas non plus à grand-chose. Donc il faut vraiment arriver à davantage aider ceux qui sont les plus en difficulté, ceux qui ne voient pas le match. Les mouvements anti-science, ça tue, en fait. On a pu voir aux États-Unis à quel point les électeurs de Trump, en 2020, dans Trump 1, on va dire, dans la première administration américaine, qui finalement croyaient de moins en moins à la science, se sont de moins en moins vaccinés et ont payé le plus lourd tribut. Alors que les démocrates, et je ne suis pas là pour faire de la politique, mais la santé globale, c'est un peu politique, on le voit bien, parce qu'on a vu la même chose en termes de vaccination en France ou en Allemagne. On ne l'a pas vu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a aussi des mouvements populistes, mais il y a une très forte culture de santé publique, et la vaccination a été identique chez ceux qui étaient plutôt populistes ou ceux qui ne l'étaient pas. En revanche, dans nos pays, c'est préoccupant parce que ça, finalement, ça entraîne un mouvement anti-science, anti-vax, et qui est assez... il faut se préoccuper. L'intelligence artificielle, j'en parlerai un petit peu, mais pas beaucoup aujourd'hui. Et puis la démographie, c'est surtout de cela dont je vais parler, c'est le vieillissement de la population. Non pas pour dire que le vieillissement de la population est une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on a voulu. Si on a augmenté en un siècle l'espérance de vie dans tous les pays de la planète, c'est bien pour que l'on vieillisse. Donc il faut s'attendre à ce que l'on vieillisse. En 2015, on n'aurait eu qu'un seul pays à montrer qui avait plus de
30% de sa population au-delà de 60 ans. Vous voyez qu'en 2050, ce sera une grande partie du globe, en fait, à part peut-être l'Afrique subsaharienne, mais une très grande partie sera concernée. Donc, ça va poser des questions majeures en matière d'économie déjà, et puis également en matière, on pourrait dire, médicale et sociale. Alors, l'espérance de vie à la naissance, si on fait un petit focus sur l'Europe, on s'aperçoit que les Suisses sont en haut du podium et que les Français sont sur la deuxième marche, très près, donc très très en haut. Et les déterminants, c'est pas tellement la prévention, en fait. C'est surtout les niveaux de revenus, le niveau d'éducation, le système de santé, l'accès au système de santé. Les Américains qui ont un très bon niveau de revenus, un très haut niveau d'éducation, ont un faible accès, enfin, n'ont pas un accès aussi universel que nous, ou que les Suisses, ou que les Européens, de façon générale, à la santé, et du coup, ont une beaucoup moins bonne espérance de vie. Si on regarde l'espérance de vie en bonne santé à l'âge de la retraite, à l'âge de 65 ans, vous avez une espérance de vie en bonne santé qui commence à se différencier beaucoup plus entre les pays européens. Par exemple, les Suédois sont en tête de peloton. Et si vous regardiez le Japon, qui ne figure pas ici, il serait 10 ans supérieur à l'âge de la retraite. Vous avez 10 ans d'espérance de vie supérieure quand vous êtes japonais par rapport à un Français ou un Suisse. Là, on a bien sûr tous les déterminants précédents, mais pour pouvoir mener son pays en bonne santé après l'âge de 65 ans, il faut avoir mis de la prévention. Donc je trouve que c'est un bon indicateur de prévention. L'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans, ça va bien mieux mesurer la qualité du système de prévention, qui est donc meilleur chez les Suédois que chez les Français, qui est meilleur chez les Japonais que chez les Français. Il faudrait voir pourquoi ils sont meilleurs, et c'est peut-être ça qu'on va regarder. Alors déjà, je vous donne ici les causes de décès en Suisse. Je vais le zoomer et le mettre en langue française, mais ça reste toujours en Suisse, parce que c'est la même chose en France. C'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, les démences et maladies neurodégénératives, et puis les infections respiratoires. C'est ça les quatre grandes causes de mortalité. Et si vous regardez les facteurs de risque, pareil, on va regarder les premières, vous voyez que Suisse comme France, c'est l'hypertension artérielle, la cigarette, le diabète, l'obésité, le cholestérol, l'alcool, l'alimentation et la pollution de l'air. Je vais vite parce que je vais les reprendre tous un par un. En fait, je vais les reprendre parce qu'il y a une bonne nouvelle en prévention. C'est que les déterminants de la prévention qui vont marcher sur le cardiovasculaire, ça va aussi marcher sur le cancer, ça va aussi pour la plupart marcher sur la plupart des maladies chroniques et même aussi pour beaucoup d'infections. Il y a une très grande cohérence dans la prévention. Ça tombe bien. Je veux dire, s'il fallait adresser tous les facteurs... En fait, les facteurs de prévention ne sont pas si nombreux que ça, et on va en citer 14 aujourd'hui, qui sont les facteurs de prévention du déclin cognitif, et qui, à eux seuls, permettent d'éviter 50% des démences séniles de type Alzheimer. Ça vaut le coup de se dire, réfléchissons comment on peut éviter, retarder 50% des cas d'Alzheimer dans le pays, et on peut ajouter maintenant, un 15e, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais qui est la vaccination contre le zona, dont on s'aperçoit qu'elle pourrait réduire de 20% encore les démences de type Alzheimer, sans qu'on sache totalement pourquoi, quels en sont les déterminants physiopathologiques. Je reviens un tout petit peu sur les vaccins, dont parlera plus Corto après moi, mais les vaccins, c'est un très très beau modèle de ce filtre que représente la prévention. On voit ici que c'est un vrai filtre, un peu au sens mécanique du terme. Vous instaurez une politique vaccinale. Ici, vous avez vu, c'est contre l'hépatite, la rougeole, la poliomyélite, etc. Vous avez finalement une élimination de ces maladies là où vous avez instauré le dispositif. La prévention joue de cette façon. Ça joue comme un filtre plus ou moins efficace, bien entendu, mais ça va jouer, puisque je vous dis, parfois, c'est que 50% des Alzheimer, c'est pas 100%, mais c'est quand même la façon dont il faut voir la prévention. On reparlera des vaccins. Les vaccins, évidemment, sont un très grand outil d'efficacité de la prévention. Donc le premier, c'est l'hypertension artérielle. Et je suis choqué de vous dire que dans des pays comme la Suisse ou comme la France, des pays riches, où il y a la couverture universelle, où
la tension artérielle, la pression artérielle, c'est quand même pas difficile à mesurer, c'est pas un examen de laboratoire complexe, on ne parle pas de génomique ici, où le traitement n'est pas un traitement extrêmement difficile, où c'est pas stigmatisant, où c'est pas très compliqué. Eh bien, vous avez 50% des Français hypertendus qui ne savent pas qu'ils le sont. Moi, je dis souvent, j'ai dit au ministre de la Santé à Genève, je lui ai dit, mais si vous avez un plan à avoir, ce serait l'hypertension. Comment ça se fait qu'à Genève, il y a tant de gens hypertendus qui ne le savent pas, dans un pays aussi riche, où c'est facile de donner son bras à un pharmacien pour qu'il vous prenne attention et qu'il dise, allez voir votre médecin, vous êtes hypertendu, probablement. Et puis, ensuite, on peut vous contrôler. En plus, en France, continuons les données de Santé publique France, parmi les gens qui se savent hypertendus, la moitié ne sont pas contrôlés correctement. Ils se savent hypertendus, ils ont été voir leur médecin, mais après, plus rien. Ils n'ont pas vérifié qu'ils étaient correctement traités et les médecins n'ont pas peut-être non plus bien vérifié. Vous qui êtes des futurs médecins, ça doit quand même vous poser question. Deuxième, le tabagisme. Alors là, le tabagisme, les Français ne sont pas très brillants. 30% encore de tabagisme. Non, mais les Britanniques ont quasiment éliminé le tabagisme. Les Suédois... On rigole parce que notre doyen Loïc Jostran s'occupe justement particulièrement de tabagisme, de la lutte contre mais oui, c'est lui le président. C'est pour ça que nous sourions. Donc vous êtes bien informé avec toi. Voilà. Et je pense que les étudiants aussi sont tout à fait au fait. Alors, deux manières de faire. Il y a la manière que l'on fait en France, il y a les taxes sur le tabac, et vous voyez que si vous avez des politiques un peu libérales qui sont contre les taxes, arrêtons avec les taxes, etc., immédiatement la consommation de cigarettes augmente. Ici, c'est en Afrique du Sud, où ça a vraiment été quasi expérimental. Et puis, vous avez ce que j'appelle le rôle du marché. On ne le dit pas beaucoup parce qu'on n'est pas très fier de ça en santé publique, mais au Japon, on devrait le dire, au Japon, la consommation de cigarettes a diminué par 2 en 7 ans. Si j'avais été ici dans cet amphithéâtre il y a 7 ans, je vous aurais dit, on partage avec les Japonais à peu près le même triste record d'avoir 30% de notre population qui fume chez les adultes. Les Japonais en étaient au même niveau. Et eux, maintenant, ils n'en sont plus qu'à 15%, et ça continue à baisser. Et pourquoi j'en suis pas fier? Parce que ce n'est pas du tout la santé publique qui est derrière, c'est le marché. C'est Japan Tobacco. En fait, ils ont décidé de complètement changer leur vente vers des produits sans combustion. Et vous savez que ce n'est pas la nicotine qui tue. La nicotine, c'est un produit addictogène, mais ce n'est pas beaucoup plus dangereux que la caféine. Ce qui tue, c'est la combustion des feuilles de tabac. Et c'est vraiment la combustion des feuilles de tabac qui entraîne des goudrons qui sont cancérigènes et qui vont être très, très profondément installés dans le poumon, ou bien le monoxyde de carbone qui entraîne des problèmes cardiovasculaires. Donc ce qu'il faut, c'est changer la consommation des gens vers des produits sans combustion. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, où il n'y a presque plus de jeunes qui fument. C'est déclassé. La cigarette est déclassée au profit de la cigarette électronique. Et j'ai des confrères, et pourquoi je suis triste de voir ça, j'ai des confrères en santé publique qui se plaignent de ça, qui disent, vous vous rendez compte, les puffs chez les jeunes, les sachets de nicotine, c'est horrible, etc. Mais moi, je ne vais pas me battre là-dessus. Je préfère beaucoup mieux voir des jeunes qui s'intéressent à la nicotine via ce type de produits qui ne sont pas dangereux pour leur santé, plutôt que de voir des jeunes fumer. Je préfère nettement, et je ne vais pas m'attaquer à cette addiction, qui est l'addiction à la nicotine. Il y a l'effet passerelle pas du tout clair. Alors, je ne suis pas pour promouvoir l'usage de la nicotine chez le non-fumeur, mais chez le fumeur, on sait que c'est un très clair succès de lutte contre le tabagisme. On le voit en Suède. La Suède utilise des snus qui sont des produits sans combustion aussi. C'est des gommes, en fait, des chewing-gums qu'ils chiquent en réalité entre la joue et la gencive et qui leur délivrent une dose de nicotine. Mais grâce à ça, ils ont le taux le plus bas de cancer du poumon de tout l'OCDE et le taux le plus bas de cancer ORL de tout l'OCDE. Voilà. On passe au diabète. Si le diabète est un pays, en Union européenne, ce serait le 3e pays. Il y a énormément de diabétiques, 66 millions. Donc c'est un énorme problème et je vais y revenir via les mesures que l'on peut proposer. La France n'est pas si mal placée ici par rapport à d'autres pays qui le sont plus. Un peu comme pour l'obésité. La France n'est pas le pays qui a le plus d'obèses, mais quand vous regardez les courbes à droite, vous voyez l'évolution séculaire de l'obésité. Eh bien,
on devient tous de plus en plus gros. Et donc, l'idée que, certes, on n'a pas les niveaux atteints aux États-Unis, je vais y revenir tout à l'heure, mais on a une tendance contre laquelle il faut se prémunir. Aux États-Unis, c'est incroyable, mais les 3/4 de la population sont en surpoids et 45% en obésité morbide. Donc c'est un véritable problème qui est pris à bras-le-corps par le nouveau ministre de la Santé, avec un conflit entre lui, Kennedy, et Musk. Elon Musk, lui, ce que dit Kennedy, il dit qu'il faut s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire à l'assiette des Américains, qui est faite de produits ultra-transformés, qui sont très mauvais pour la santé des Américains. Et donc il s'attaque au lobby agroalimentaire. Et Musk dit, tout ça, on le sait depuis 25 ans, et ça ne change rien. Regardez les courbes, ça continue à monter. Il faut plutôt des produits comme le Wegovy, vous savez, le cousin de l'Ozempic, pour l'obésité. C'est ça qu'il faut pour les Américains. D'ailleurs, moi, dit-il, je l'ai pris, et regardez, je suis beaucoup moins gros que je l'étais, et c'est pas du tout avec les régimes de Kennedy qu'on va y arriver. Ils se disputent entre eux, sur un sujet qui est assez intéressant, pas si simple de savoir qui a raison, peut-être un peu des deux. En tout cas, c'est vrai que l'assiette des Américains coûte extrêmement cher, en coût direct, en coût indirect, en perte de productivité. Si on reste toujours dans le domaine économique, à chaque fois que vous arrivez à diminuer d'un certain pourcentage l'indice de masse corporelle, eh bien, vous diminuez les coûts sur le diabète, sur l'hyperlipidémie, sur l'hypertension, sur les maladies mentales, sur les maladies, même les lombalgies et autres arthrites, etc. Donc vous avez finalement vraiment intérêt à lutter contre l'obésité en termes de prévention. Je continue, toujours dans la liste, par ordre de fréquence qui nous sont arrivés de facteurs de risque, de mortalité en France. Le cholestérol LDL, vous voyez, la moitié des Français souffrent de dyslipidémie. Et vous voyez que ce que je propose, c'est 4 interventions, et je n'ai même pas parlé des statines. Non pas que je suis contre les statines, bien sûr, il faut mettre les statines si les 4 interventions ne suffisent pas, et bien souvent elles ne suffisent pas. C'est pour ça que je dis c'est souvent un peu des deux, mais c'est vrai que ces 4 facteurs de prévention majeurs, c'est, comme vous le savez tous bien sûr, c'est une bonne hygiène diététique, c'est une bonne activité physique, c'est l'arrêt du tabac, et puis c'est une moindre consommation d'alcool. À propos de la consommation d'alcool, alors là, les Français ne sont pas non plus les champions. Ou sont peut-être champions, mais dans un autre registre. En fait, si vous regardez, parce que parfois les gens disent, oui, mais c'est la culture chrétienne d'ailleurs. Regardez la différence entre les Européens, au milieu, c'est les régions de l'OMS ici. Et vous avez le tout petit EMR, c'est le Moyen-Orient. Ah oui, mais ils sont tous musulmans, alors ils boivent moins, c'est dans leur culture. Oui, mais regardez, les Américains, ils sont aussi chrétiens. Et pourtant, ils boivent beaucoup moins que les Européens. Alors la région européenne de l'OMS, ça comporte la Russie, l'Ukraine. Certains me disent, eux, regardez, ils boivent beaucoup plus que nous. C'est vrai, les Français ont beaucoup baissé leur consommation d'alcool. Cela dit, les Français boivent encore 30% de plus que les Suédois. Je vous ai dit que les Suédois étaient bien avancés par rapport à nous en matière de prévention. Qu'est-ce que font les Suédois ? Le modèle suédois, ça date des années 50. Le modèle suédois, c'est le système Bolaget. Je ne sais pas si vous êtes allé en Suède, mais vous ne pouvez pas aller au supermarché acheter de l'alcool. Ce n'est pas possible. C'est dans des magasins d'État. Là, on a une déprivatisation de la vente d'alcool. Ce n'est pas un pays communiste, la Suède. C'est un pays démocrate. Et ils remettent ça en cause de temps en temps. Et leurs experts leur disent, attention, si vous libéralisez la vente d'alcool, vous allez faire comme les Français. Voilà, vous allez consommer 30% de plus, voire pire, comme les Allemands, c'est encore plus. Bon, je ne suis pas en train de vouloir vous dire qu'on va arriver au système Bolaget en France, je n'y crois pas un instant. C'est pas... Parfois on me dit oui, mais il y a les lobbies de l'alcool. Non, les lobbies du vin. Alors, tournons-nous vers l'Italie. L'Italie, c'est un joli modèle qui va peut-être vous intéresser. L'Italie, c'est le point quasiment le plus à droite du graphique, c'est-à-dire qu'en 1980, il était comme la France. Et puis maintenant, je fais un petit zoom,
Vous voyez, il a baissé. Maintenant, l'Italie, il est pratiquement comme... il est mieux que la Suède. Hein. Il n'est pas comme la Turquie, mais vous allez me dire encore, la Turquie, il y a beaucoup de musulmans, et c'est une raison, c'est vrai. Mais l'Italie n'est pas très très loin. L'Italie est mieux que la Suède. Il n'y a pas de système Bolaghet en Italie. Il n'y a pas de taxes surélevées en Italie, plus qu'en France. Ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de coercition. C'est de la prévention. Comment, encore une fois, ils ont laissé faire le marché. En fait... Je pense qu'ils sont intelligents, les Italiens. Ils font des spiritueux sans alcool. Je sais pas, tout ce que je vous montre ici, il n'y a pas une pub pour une boisson sans... Parfois, les gens me disent, mais il fait de la pub pour le martini. Oui, martini alcool free. C'est en Suisse, c'est martini sans alcool. Ça existe pareil chez vous. Hein, à la COP, je sais pas comment, Monoprix, on appelle ça ici. Et vous avez du martini sans alcool. Vous mettez ça avec du mousseux sans alcool, et ça fait un apérol spritz, genre apérol spritz, qui est tout à fait bon. Sans alcool. Moi, je fais ça maintenant à mes étudiants à Genève. Quand on a des pots, on fait des pots avec des spiritueux sans alcool ou des bières sans alcool. Les vins sans alcool ne sont pas encore très bons. Les Français devraient retrousser leurs manches. Il y a un énorme marché à prendre parce qu'on n'a rien contre les viticulteurs. Mais les viticulteurs voient leur vente baisser en ce moment. Il y a une chute de la vente d'alcool. Et ce que les pouvoirs publics trouvent de mieux aujourd'hui, c'est d'essayer de libéraliser, d'augmenter le nombre de licences, etc., pour faire vivre les viticulteurs. C'est normal, les politiques s'occupent de leurs concitoyens. Et dans les concitoyens, il y a des viticulteurs. C'est un secteur économique qui est puissant en France. Ce n'est pas tellement leurs lobbies, ils ne sont pas des très bons lobbyistes. Les lobbyistes de la bière sont bien plus efficaces. Mais les lobbyistes du vin, il faut qu'ils fassent une chose, c'est qu'il faut qu'ils fassent de la recherche et du développement pour nous faire des vins désalcoolisés qui valent quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas bon, les vins désalcoolisés. La bière sans alcool, c'est correct. Le vin sans alcool, ce n'est pas très bon. Sauf le vin rosé, peut-être, parce que le vin rosé... La viande rouge, maintenant. Alors, vous voyez cette obésité française qu'on voit sur la carte, qui est en fait aussi américaine, qui est aussi d'ailleurs assez chinoise. C'est une obésité de viande rouge et de produits ultra-transformés, pour être clair. Mais on mange trop de viande rouge. Et ce n'est pas pour rendre les gens végétariens que je dis ça, mais c'est vrai que c'est bon pour la santé de manger moins de viande rouge. Et regardez les Africains, regardez les Indiens. Les Indiens sont très végétariens, c'est vrai. Bon, j'ai regardé des modèles. Je vous ai montré la Suède, je vous ai montré le Japon. On va regarder un anti-modèle. L'Amérique, Nord-Amérique, les USA. Un anti-modèle en matière d'alimentation. Pourquoi c'est un anti-modèle ? Parce que 75% ne mangent pas assez de fruits et légumes, 63% mangent beaucoup trop sucré, 77% mangent beaucoup trop gras et 90% trop salé. Je pense que les Français mangent également trop salé. C'est difficile de ne pas manger très salé parce que les fabricants de produits ultra transformés ou transformés, le pain simplement, c'est très salé. Il faut arriver à avoir des normes plus contraignantes pour que, non pas qu'on mange du pain sans sel, ce serait pas bon, mais pour qu'on mange moins salé. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des pistaches, il y a les deux, il y a des pistaches grillées salées et des pistaches sans sel. Mangez les pistaches sans sel et dites-moi ce que vous en pensez. C'est très très bon, pas besoin de sel. Et c'est idiot, les pistaches c'est très bon pour la santé quand elles sont sans sel. Alors, une chose qu'il faut voir, c'est que manger bien, et notamment manger moins de viande rouge, non seulement c'est bon pour la santé, mais ça introduit et c'est là on est dans une approche One Health, comme l'avait dit Christian tout à l'heure, c'est que ça apporte pour la planète. Vous pensez souvent que la planète, oui, c'est les autres, c'est l'industrie, c'est ces fumées qu'on voit partout, c'est les avions. Non, c'est nous quand on mange. Quand on mange moins de viande, on pourrait économiser jusqu'à 10 millions de décès prématurés, c'est-à-dire avant l'âge de 70 ans par an. Mais aussi, on pourrait très clairement bénéficier en matière d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est fou. Les émissions de gaz à effet de serre, 37%, c'est le secteur agroalimentaire. Et 80% de ces émissions, c'est l'élevage animal, notamment de viande rouge. Vous savez, viande rouge, ce n'est pas de la diététique. Hein, ce qui est viande blanche, ce n'est pas le veau ni le porc. Ce qui est viande blanche, c'est le poulet ou c'est le poisson. C'est pas culinaire, je veux dire, dans la diététique, c'est... Voilà. Bon, je passe rapidement sur le Nutri-Score, parce que je pense que c'est un débat très très intéressant, l'étiquetage.
et que c'est pas vrai que ça soulève des questions éthiques. Est-ce que ça limite la liberté individuelle, l'étiquetage? Ben non, on peut m'étiqueter les produits et je choisis ce que je veux. J'ai le droit de prendre du E si j'ai envie. Et parfois j'en prends du E, vous aussi, je suis certain. Mais au moins que vous le sachiez et que vous puissiez orienter. Tout le monde sait que quand il regarde les produits, il y a eu des études qui ont montré que quand on regarde le Nutri-Score, on a une meilleure... C'est un peu comme pour les podomètres, vous savez, pour l'activité physique, on a une meilleure santé au bout. Troubles de l'audition, pareil un peu pour l'hypertension. C'est un peu effarant de penser que là, il y a plus de stigmatisation. Les personnes âgées n'aiment pas porter des appareils auditifs. Mais c'est pas à 65 ans qu'il faut mettre des appareils, c'est bien avant. En fait, les troubles de l'audition, ça commence à l'âge de 40-45 ans. Et en fait, si on ne les dépiste pas précocement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc quand vous mettez un appareil auditif à quelqu'un qui est sourd comme un pot, et c'est le cas de presque 30% des plus de 70 ans, eh bien, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ils ne sont pas appareillés. Trouble de la vue. Trouble de la vue, là, c'est un autre stigma. Ce n'est pas un stigma tellement, c'est la crainte. On leur dit, quand on a une DMLA, par exemple, il vous faut faire, vous savez, 3 injections dans l'œil à 3 mois d'écart, et les personnes âgées disent « Ah non, c'est horrible, je n'ai pas envie d'avoir des injections dans l'œil. » En fait, la plupart des gens qui ont eu ces injections disent avec les collyres ophtalmiques, anesthésiques, c'est vraiment pas douloureux. C'est pas confortable, mais c'est pas très douloureux. On le fait peut-être pas assez bien passer, donc quand vous êtes médecin, faire bien passer ça, c'est utile, parce que c'est un facteur de risque de démence. Le trouble de l'audition, parce que voilà, les connexions se font moins bien, etc. La dépression aussi, facteur de risque d'entrer dans la démence. Donc ça a été très clairement mis. La France est mal placée en matière de dépression. C'est la dépression traitée il faut dépister et traiter. C'est un peu comme l'hypertension. On voit ici une méta-analyse qui montre que la dépression, c'est associé à la démence sénile quand elle n'est pas traitée. Je vais un peu plus vite. Les traumas crâniens répétés, vous le savez peut-être, certains footballeurs le savent et sont préoccupés de ça. En fait, les traumas crâniens répétés sont des facteurs de risque d'entrer dans la démence sénile en particulier. Et les femmes se plaignent parce que leur ballon de foot est le même que celui des hommes, or leurs muscles de la nuque sont moins forts que ceux des hommes, et donc elles enregistrent plus de traumas crâniens. À Genève, je suis très près de Nyon, où il y a le siège de l'UEFA, on les a consultés, ils sont très préoccupés par ça, et ils envisagent des changements de règles du football. Non pas d'arrêter les têtes, ils disent c'est l'âme du football, les footballeurs ne veulent pas arrêter les têtes. Mais ils disent on pourrait demander par exemple au ballon de ne faire des têtes que lorsque le ballon a touché le sol une première fois. Mais pas ces grands ballons, vous savez, qui partent parfois du goal et qui sont repris par des attaquants ou par des défenseurs. Et ça, c'est beaucoup plus traumatisant. En tout cas, les têtes, c'est pas bon. Oui, on le sait, tous les traumas crâniens sont pas bons pour... Voilà. Je voudrais revenir un peu à la sédentarité parce que j'ai l'habitude de dire que l'activité physique, c'est le meilleur de tous les médicaments de notre pharmacopée. C'est pas très pharmacone, c'est plus... la marche dont je parle, et vous savez peut-être que l'histoire du marketing social, ça, et même commercial, des 10 000 pas par jour, ça vient des Japonais, fameux Japonais, qui ont une meilleure prévention que nous. Eh bien, ils ont, dans les années 60, à peu près 65, inventé le premier podomètre, qui s'appelait le Mampokai, ça voulait dire le compteur des 10 000 pas. En fait, c'est probablement... excessif, on va y revenir, et le nombre de pas. Mais l'activité physique, pourquoi je dis que c'est le meilleur médicament? C'est parce que ça agit sur le sommeil. Ça permet d'améliorer les fonctions cognitives, facteur de risque donc sinon d'Alzheimer. Ça lutte contre le poids, ça permet d'améliorer l'équilibre et la coordination, c'est bon pour la santé mentale. Pas beaucoup de choses en prévention de la santé mentale, mais il y a l'activité physique. C'est bon contre les maladies cardiovasculaires, contre le cancer, contre le diabète, vous vous rendez compte? Pas beaucoup de médicaments qui sont bons pour tant de maladies. C'est bon pour la forme physique, et puis c'est aussi bon pour la densité osseuse, pour la minéralisation. Et je voulais vous dire que le compteur des 10 000 pas, c'est pas si bon que ça. Je préfère, ça peut être contre-productif, 10 000 pas. C'est très bien de faire 10 000 pas, mais c'est bien d'en faire moins aussi. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Un très grand obèse, si vous lui dites c'est 10 000 pas, il renonce. Et il ne les fera même pas. Il ne faut pas désespérer Billancourt, comme on disait à notre époque.
Moi, j'aime bien ce que dit mon collègue de Harvard Medical School. Il dit, si vous ne pratiquez aucune activité, c'est ça qu'il dit à ses patients, eh bien faites-en un petit peu, juste un petit peu. Et si vous en pratiquez un petit peu, ben faites-en un tout petit peu plus. Vous voyez, ça va être ça, la rhétorique de notre éthique en matière de santé publique et de prévention. Voilà, les co-bénéfices des mobilités douces, non seulement c'est un très bon médicament, parce que ça peut doubler les années de vie en bonne santé, donc marchons, faisons du vélo, et ça nos villes l'ont bien compris, nos maires l'ont bien compris, parfois on est contre, mais grâce à ça, ça nous sauve des années de vie. Mais en plus, c'est bon pour le climat. 22% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète sont dues au secteur des transports, et on pense toujours aux avions, alors que presque la moitié d'entre elles, c'est la voiture individuelle. Donc ne pas prendre sa voiture individuelle, mais prendre des transports publics, prendre des escaliers de métro, etc. Pas toujours l'escalator. Bon, tout ça, c'est bon pour la santé et pour le climat. La pollution de l'air, on arrive presque à la fin. La pollution de l'air, c'est One Health. On n'est pas ici dans la médecine. Il faut arriver à dépolluer l'air intérieur, extérieur, pour lutter contre Alzheimer, contre les maladies, contre beaucoup de choses en fait. C'est 7 millions de vies sauvées d'avoir une meilleure qualité de l'air. 7 millions de vies chaque année si on avait une meilleure qualité de l'air, en pneumonie, en AVC, en infarctus du myocarde, en maladies respiratoires, en Covid. Et puis, le niveau d'instruction. On arrive encore sur des choses totalement One Health, c'est-à-dire totalement peu médicales. On n'est pas dans le secteur médical ici. Ceux qui ont fait l'effort de venir ici ou qui font l'effort de nous écouter ne se rendent pas compte qu'ils prennent un médicament. Vous prenez un médicament en ayant un diplôme universitaire. Alors vous êtes fortuné, si je puis dire, parce que vous l'avez de toute façon, le diplôme universitaire. Mais vous voyez qu'en France, ces données sont françaises, il y a un écart de 1 à 5 entre ceux qui n'ont pas d'éducation et ceux qui ont un diplôme universitaire en matière de risque de maladie d'Alzheimer. La démence sénile est liée au niveau d'éducation de manière majeure. Bien sûr, vous pouvez cocher toutes les cases et avoir une maladie d'Alzheimer. Je vous ai dit que c'était que 50% d'entre elles. Il y a aussi un peu de génétique dans tout ça. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de social dans les facteurs de risque de morbidité. Et on pourrait dire la même chose avec le niveau d'instruction pour le cancer, pour les maladies cardiovasculaires. Vous savez très bien qu'il y a un très fort gradient social pour le tabac, par exemple. L'isolement social, c'est plus compliqué d'avoir des politiques publiques qui luttent contre l'isolement social, voire contre le sentiment de solitude, qui est encore autre chose, mais qui est très très voisin dans les études. Les Japonais, toujours, nous intéressent. Allez voir les exemples des autres et voir si on peut transposer d'une certaine manière. Le vélo, on disait autrefois, ouais, c'est les Hollandais. Ben, on voit bien que Paris est devenu un vélodrome. C'est intéressant pour un Suisse comme moi de voir à quel point Paris s'est transformé en l'espace de 10 ans. Incroyable. Eh bien, les Moai, c'est quoi ? Ben, quand vous êtes japonais, vous savez très bien ce que c'est qu'un Moai. Vous faites partie de 6 ou 7 Moai. Un Moai, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est-à-dire que c'est quelques copains de fac, parfois de lycée, parfois vos voisins, parfois vos copains de bureau. Pas tous. Vous avez quelques cercles. Et ces cercles partagent avec vous des affinités. Avec les uns, vous aimez les étoiles filantes et au mois d'août, vous sortez avec eux pour aller voir les étoiles filantes. Avec d'autres, vous aimez les tableaux de Vermeer et vous dites il y en a 35 au monde, je vais tous les voir et vous le faites avec eux, etc. Vous allez voir un match de foot et vous prenez de la bière sans alcool. Bref, grâce à ça, vous luttez contre ce sentiment d'isolement. Et c'est très important parce que pendant le Covid, ça a été très efficace au Japon. Et on s'aperçoit, et les Britanniques ont montré par la UK Biobank, par des études, que ceux qui souffrent de sentiments de solitude ou d'isolement ont malheureusement plus souvent d'entrer en démence. Donc oui, ce sera le dernier des facteurs que j'aurais vu avec vous, qui n'a rien de médical. C'est pas facile de faire des politiques publiques pour favoriser les Moai et sans entraver la liberté individuelle. Je voudrais donner 2-3 autres notions très rapidement. La première, c'est économique. Parce que beaucoup de gens me disent, avec votre truc, ça va nous plomber nos assurances sociales. Vous allez nous prolonger la vie je ne sais combien de temps avec votre prévention et on va taper dans les retraites, ça explose déjà. Et puis en plus, on va avoir des gens qui vont aller dans des EHPAD, etc. Ça va nous coûter une fortune. En fait, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de compresser la morbidité. Il s'agit non pas d'augmenter l'espérance de vie. Les Japonais n'ont pas une espérance de vie supérieure à celle des Français. Ou pratiquement pas. À quelques pouillèmes près. On est
je vous l'ai dit, en haut du palmarès, comme les Suisses. En revanche, ils ont 10 ans de plus d'espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont comprimé la morbidité, que la durée de la morbidité est beaucoup plus courte et beaucoup plus tardive. Et quand vous faites un AVC à l'âge de 60 ans, on fait tout ce qu'on peut pour vous maintenir en vie et après pour vous réadapter, etc. Quand vous faites un AVC quand vous avez 95 ans, on ne vous met pas en réanimation. Non pas pour des problèmes économiques, parce que vous ne pourriez pas y aller simplement. On va pas faire l'acharnement que l'on ferait, etc. Donc vous avez moins de demandes de soins chroniques pour les seniors, vous avez davantage d'autonomie, moins de proches aidants, moins de recours aux EHPAD, vous avez une plus grande participation des seniors à la société puisqu'ils sont en bonne santé, c'est eux qui deviennent proches aidants parfois de leurs conjoints, parfois de leurs propres petits-enfants, etc. Ils participent aux activités culturelles, ils font cumul emploi-retraite, beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est un exemple, mais les Français aussi cherchent le cumul emploi-retraite quand ils ont des emplois peut-être qui sont moins pénibles. Mais les Japonais, 75% d'entre eux, après 65 ans, continuent de travailler. Ils étaient dans la rue pour protester parce que le gouvernement a imposé qu'à 80 ans, la retraite était obligatoire au Japon. L'impact économique des seniors dans la société, les seniors qui gagnent plus grâce à leur cumul emploi-retraite consomment plus. Font tourner le PIB. Donc, ce n'est pas tellement clair. C'est un peu schématique ce que je dis. Évidemment, on pourra en revenir. Mais voilà. Donc, il y a un cercle vertueux que je voulais montrer de la prévention. Espérance de vie en bonne santé plus longue. Économie budgétaire sur l'assurance maladie. Pénurie des soignants, c'est aussi une des solutions. Puisqu'ils sont en bonne santé, ils ne vont pas recourir à des soins. Et puis, c'est bon pour la planète et pour le climat. La seule chose, c'est que ce n'est pas un job facile. Vous avez beaucoup plus de gens qui veulent directement prendre la pilule, le Ozempic ou le Wegovy ou je ne sais quoi. Beaucoup plus de gens qui, plutôt que de marcher, de monter des escaliers ou de manger des fruits et légumes chaque jour. Voilà. Et puis alors après, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. C'est à la limite, surtout avec l'intégrité dont j'ai parlé et l'absence de conflit d'intérêt. Si j'ai quand même un conflit d'intérêt, c'est que j'ai écrit 2 livres que si vous êtes intéressés, l'un sur la prévention, vraiment, c'est Prévenez-moi, et l'autre plutôt au cœur de la pandémie de Covid, qui m'a beaucoup occupé, comme beaucoup de mes collègues, et qui s'appelait le bal masqué. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Finalement, ma présentation, elle est vraiment très complémentaire en fait, de la vôtre. Et elle part... Alors même si au départ, elle ne part pas forcément de ce constat-là, parce qu'elle part évidemment des travaux qu'on a fait sur les refus de vaccination à l'hôpital Foch durant au début de la Covid-19, elle part aussi d'un deuxième constat, mais qui est arrivé un peu plus tard, et finalement au fil des discussions qu'on peut avoir, les longues discussions qu'on peut avoir avec le professeur Harvey le matin au moment du café, c'est un peu vrai, finalement sur le rapport, essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que la vaccination, moi, ce qui m'a attiré et surtout un peu étonné, moi qui venais surtout du monde de la science aussi à la base, c'était pourquoi alors que nous avons un certain nombre d'évidences scientifiques qui montrent bien que, les bienfaits de la vaccination, que ce soit tant au niveau de la santé publique, mais aussi au niveau clinique, en particulier pour le cas qu'on va voir, qui sont les patients atteints de cancer, qui, de par leur traitement, avec une plus forte vulnérabilité, justement, face à ces 2 infections que vous voyez mentionner. Pourquoi, malgré tout, il y a des gens qui refusent de se faire vacciner? Pourquoi? Et d'ailleurs, en plus, ce n'est pas quelque chose qui est, plus spécifique à ces patients-là, en population générale, et sur d'autres types de vaccinations. Comme vous le savez, on le voit sur la rougeole, on le voit sur le papillomavirus. On a, alors pas pour les vaccins qui sont obligatoires, heureusement d'ailleurs, mais on a une baisse considérable, ou plus ou moins une non-augmentation significative de la couverture vaccinale pour des maladies infectieuses qui pourtant sont largement démontrées que scientifiquement, elles sont sûres et elles ont un intérêt. Pourquoi? Et finalement, ça rejoint aussi ce qu'a pu montrer aussi le professeur Flao juste avant. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là à la conférence de janvier, c'est aussi la remarque que j'avais faite suite à l'intervention du docteur Charlier et du professeur Sen. Pourquoi, alors que un certain nombre de preuves, pareil, scientifiques, là on change de domaine, montrent clairement l'origine anthropique du réchauffement climatique et ses conséquences néfastes sur nous tous. Pourquoi le peuple américain a élu ouvertement un président de la République qui ne se cache pas
on va dire, de son point de vue, plus ou moins climato-sceptique sur cette question-là. Et ces exemples-là, on peut les multiplier, vous en avez plein, en fait, finalement. Vous en avez plein où vous vous rendez compte que, finalement, en fait, c'est pas tant la vérité qui guide l'action. Qu'est-ce qui nous guide, finalement, en fait, à agir? Qu'est-ce qui nous guide, finalement, à prendre des décisions, en fait, tous les jours? Et c'est en partant de ce constat-là qu'on s'est dit, mais attends, et si c'était finalement autre chose qui conduisait, d'une certaine manière, ces patients, en l'occurrence, à refuser, en fait, à se faire vacciner. Et pour ça, au même titre qu'en sciences, comme en médecine d'ailleurs, on développe ce qu'on appelle des théories scientifiques pour essayer de donner un sens plus ou moins cohérent à une réalité qui est devant nous. Dans le domaine de l'éthique et de la bioéthique, on développe aussi ce qu'on appelle des théories éthiques. Elles n'ont pas vocation, évidemment, elles ne se fondent pas sur la vérité. Le but n'est pas de donner un sens pour essayer de voir de distinguer le vrai du faux dans ce qu'on perçoit dans la réalité. Elle essayait plutôt, en fait, de donner un sens moral à notre action. Pourquoi ce qu'on va faire est bon ou pas bon? Pourquoi ce qu'on va faire est acceptable ou non acceptable? Je pense que pour ceux qui ont suivi les cours de Martha Spranzi, justement, dans ce module-là, l'une des théories éthiques que vous avez, qui est d'ailleurs celle qui est la plus répandue de manière générale, surtout en médecine, c'est le principisme avec les fameux 4 principes que vous connaissez probablement: autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et d'une certaine manière, ça va aussi rejoindre du coup ce qu'on a dit aussi par rapport à ça, c'est que lorsque vous cherchez finalement aussi même à appliquer cette théorie-là à la problématique du refus vaccinal, finalement vous ne s'en sortez pas en fait de solutions concrètes pour essayer de comprendre d'une part, mais surtout pour résoudre ces problématiques-là. Si vous faites appel à l'autonomie, très bien, du coup on ne les vaccine pas. Bienfaisance, comment vous l'appliquez? Quels critères? C'est quoi la bienfaisance là-dedans? C'est quoi la non-malfaisance? Et la justice, c'est quoi par rapport à ça? Donc, d'une part, c'est que vous voyez, à notre sens, là je fais très très vite, c'est très schématique aussi, on pourrait en discuter beaucoup plus longuement, mais évidemment davantage argumenté, et nous avons l'argumentation pour, mais à notre sens, on voit quand même aussi la limite de cette théorie-là. Autre chose, pour ceux qui ont fait un peu d'épistémologie, vous avez justement un grand épistémologue qui s'appelle Kuhn, qui a écrit un livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Et Kuhn dit une chose qui est très importante, et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça là maintenant. Il dit que pour qu'une théorie scientifique en fait, soit balayée et non plus appliquée dans un champ scientifique, il ne suffit pas de démontrer que cette théorie scientifique n'est plus applicable. Il prend un exemple très concret qui est comment on est passé des lois de Newton à la loi de relativité. On sait qu'avant que Einstein arrive et prenne l'exemple et dise, du coup, propose d'abord la loi de relativité et qui remettait en cause justement la loi de Newton et sur le rapport à l'espace et au temps, un certain nombre de physiciens avant lui avaient vu les limites de la théorie justement de Newton, justement pour expliquer un certain nombre d'éléments. Pour autant, on continuait à appliquer la loi de Newton. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas en fait de théorie suffisamment solide pour remplacer ces théories-là. On a fait en fait, finalement le même constat en fait, pour justement par rapport au principisme. C'est que le principisme continue d'être utilisé dans le domaine de la bioéthique, dans à peu près tous les domaines, et qu'il ne suffit pas de dire que cette théorie n'est pas appliquée, de montrer les limites de cette théorie pour que les gens arrêtent d'utiliser cette théorie-ci. On est reparti sur des principes et on est reparti finalement, et ça rejoint en fait le travail que nous avons fait là, en faisant un peu de travail historique, vous vous rendez compte que dans l'histoire, en fait, dans la bioéthique, la plupart des gens vont la faire remonter justement au code de Nuremberg et tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et à juste titre, après l'émergence du consentement et des comités d'éthique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que finalement, la première personne, et d'ailleurs ça doit vous concerner en tant que personne des sciences de la santé, c'est que la personne qui est le premier à avoir inventé ce mot-là qui est bioéthique, vraiment texto, c'était pas un philosophe, c'était pas un juriste, c'était ni un théologien, c'était un biochimiste qui s'appelait Van Rensselaer-Potter, il était américain, et il s'est posé exactement finalement la question qu'on s'est plus ou moins posée là. Pareil, si on fait un peu d'histoire des sciences, là, on arrive, il faut bien avoir conscience, et finalement ce qui se passe aussi actuellement, on arrive après 2 siècles de positivisme et de rationalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité est uniquement accessible par la raison ou par l'expérience, et que la chose qui compte, c'est justement d'accéder, en fait, c'est la vérité, et par ces 2 médiums-là. Le constat de Potter est de dire que finalement,
ultra-rationalisme et ce positivisme a aussi ses limites et a peut-être aussi amené en fait aux catastrophes qu'on peut aussi voir actuellement justement avec le réchauffement climatique et ce genre de choses, et qui a cette nécessité en fait de remettre finalement un sens finalement à cette production de connaissances. Et cette production de connaissances, finalement, il le dit, c'est ça, c'est que toute action faite, en particulier dans le domaine du médical et du biologique, finalement, une pratique ne doit pas être jugée si elle est conforme, si elle respecte l'autonomie, si elle est bienfaisante, non malfaisante, d'autant plus qu'il est très difficile de définir qu'est-ce que c'est la bienfaisance ou la non-malfaisance. Si même elle est forcément juste, parce que je vous rappelle que même la convention de justice qu'on peut avoir, nous, en Occident, n'est pas forcément celle qu'on peut avoir en Orient ou dans d'autres pays avec d'autres cultures, ça j'y reviendrai justement ailleurs. Si finalement deux choses, et ça va parler justement aux personnes qui ont pris des cours en oncologie, lui-même travaille dans le domaine de l'oncologie, c'est la survie et la qualité de vie. C'est de dire qu'au bout du compte, que si on accepte, si on tolère des pratiques médicales ou biologiques qui, en termes de conséquences, et ça rejoint ce qu'a dit le professeur au bout du compte en introduction, qui ont un impact concret ou potentiel sur notre survie à tous, ou même sur notre qualité de vie, ces pratiques ne sont pas acceptables éthiquement. Il y a un problème. Et finalement, en fait, on est parti un peu de ça, mais avec des critiques. Avec des critiques... Parce qu'il est vrai que survie, qualité de vie, et surtout lorsque vous lisez le travail de Potter, vous vous rendez bien compte que son travail est quand même si au fond c'est une critique du positivisme et du rationalisme, il est quand même rationaliste et positiviste, et surtout en fait il est vraiment dans une culture très occidentale. Or, la qualité de vie, ce qu'on entend par qualité de vie en Occident, n'est pas forcément ce qu'on appelle qualité de vie, en particulier en Afrique subsaharienne ou même ailleurs. Et la survie aussi, c'est pareil. Nous, ce qu'on appelle, nous, survie en Occident, dans un monde, dans une société qui est très sécularisée, justement, où on a mis Dieu de côté, tout le côté religion. Le rapport de l'au-delà est important. Alors, je ne parle pas forcément pour moi, ni pour des personnes qui sont, religieuses, mais lorsque vous allez justement dans les sociétés, et là, c'est tous les travaux aussi de Philippe Charlier aussi par rapport à ça, c'est que dans les sociétés, en particulier animisme, survie de quoi? Déjà, c'est la survie du groupe, c'est pas la survie de l'individu, et surtout, c'est que cette séparation que nous avons fait, nous, en Occident, à part depuis les Grecs, de séparer justement le monde surnaturel et le monde naturel, n'existe pas dans ces sociétés-là. Donc ça veut dire que des actions qui, d'une certaine manière, pourraient avoir une conséquence sur ce monde surnaturel, dont on ne peut pas savoir s'il existe ou pas, peut justement aller des refus, finalement, à des non-acceptations de ces pratiques-là par ces populations-là. Finalement, c'est pour ça qu'on s'est intéressé en fait, aux travaux en fait, d'un autre philosophe, lui qui est beaucoup plus ancien, qui s'appelle William James, qui fait partie de ces philosophes américains qui ont développé ce qu'on appelle le pragmatisme, qui est d'ailleurs en fait la seule école vraiment philosophique qui est nord-américaine. Toutes les autres grandes écoles philosophiques sont majoritairement dans le monde occidental européen. Il dit une chose très juste, et ça va permettre du coup d'avancer sur l'autre point, par rapport justement à la problématique de la croyance. Il dit on ne peut pas démontrer dans la pratique que Dieu existe. Dieu, on ne peut pas le démontrer. Par contre, ce qu'on peut démontrer dans la pratique, c'est qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Et donc après, il y a un choix en fait par rapport à ça. Soit on ignore ces données-là. Et là, c'est même pas forcément une question de savoir si vous-même vous croyez en Dieu. La problématique, c'est de savoir en fait, de prendre en compte véritablement en fait la réalité. Vous comprenez du coup, si on revient sur la vaccination, c'est qu'on peut justement dire que c'est absurde de ne pas vouloir se faire vacciner, alors que un certain nombre d'éléments rationnels vous montrent que c'est une nécessité de se faire vacciner. Pourtant, il y a des gens qui ne se font pas vacciner. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait à ce moment-là? Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit en fait tout à l'heure. Nous pensons justement qu'il y a un certain nombre de critères en fait, finalement, qui conditionnent en fait cette quête de survie ou de qualité de vie en fait, et que ces critères sont pas les mêmes selon en fait les cultures. Et qu'en France, et vous-même, vous allez le voir dans vos automatismes, qu'est-ce qui vous guide tous les jours pour juger si quelque chose est bien ou mauvais? Il y a au moins deux critères. C'est l'égalité et la liberté. Et de vous-même, vous serez le premier à vous insurger si vous êtes quelque part, vous dire « Ah ben non, c'est pas équitable » ou « C'est discriminatoire ». Derrière, en fait, il y a cette notion en fait, d'égalité en fait, à chaque fois. Ou vous avez d'autres justement qui vont réagir, ils vont dire « Bah attendez, vous me contraignez à me faire vacciner, c'est contre ma liberté ». Pareil, c'est une valeur en fait, qui est essentielle. Et parce qu'en fait, implicitement, parce qu'on a été conditionné là-dedans et que notre société, la société française, s'est construite là-dessus au niveau de ses institutions,
Ce qui guide l'action, ce n'est pas la vérité en fait en tant que ça, c'est cette conformité à ces deux valeurs-là et toute la traduction au niveau des normes qu'on a pu faire. Et donc, c'était finalement le point en fait, que nous avons eu en fait, pour essayer d'aborder ce point-là. Au bout du compte, si on veut améliorer la couverture vaccinale, il ne suffit pas, de notre point de vue, d'améliorer la communication dessus. Il ne suffit pas de dire, si vous... D'ailleurs, on le fait. D'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais autant communiqué depuis 20 ans en fait, sur la nécessité de la vaccination. Et pourtant, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont sceptiques par rapport à ça. La problématique, c'est plus de savoir en fait, quelle politique vous allez mettre en place et est-ce que cette politique prend en compte ce que je vous ai dit. Si vous mettez en place des politiques qui ne prennent pas en compte ces critères-là, elles ne seront pas acceptées et les gens ne se feront pas vacciner. Je vais prendre un exemple très concret qui finalement illustre aussi ce qu'on a dit. C'était la mise en place du pass vaccinal. Nous, on l'a vu justement dans notre première étude. Avant la mise en place du pass vaccinal en juillet 2021, vous aviez du coup un certain nombre de personnes, justement de patients que nous avions interrogés dans nos études, qui maintenaient mordicus, qui ne se feraient pas vacciner. Le pass vaccinal arrive, ils se font vacciner. Alors, on peut être cynique et dire que c'est parce que justement ils voulaient pouvoir en fait profiter, parce qu'on leur posait une contrainte et qu'ils voulaient pouvoir continuer à partir en vacances ou au resto. Mais si vous analysez bien en fait ce qu'est en fait un pass vaccinal et aussi pourquoi en fait il est devenu en fait finalement si acceptable. Un pass vaccinal, évidemment, tel qu'il a prouvé, déjà il était égalitaire, il discriminait personne. Volontairement, on n'a pas fait un pass vaccinal uniquement pour les personnes âgées ou pour les personnes qui étaient plus ou moins, plus sensibles justement aux formes graves de la maladie. On l'a fait pour tout le monde. Deuxièmement, donc on respectait une certaine égalité entre les personnes. On discriminait personne. Tout le monde était à la même enseigne. Deuxième point, on respectait la liberté. Vous n'étiez pas obligé de vous faire vacciner. Mais si vous ne faisiez pas vacciner, vous n'aviez pas le pass. Et vous accédez pas à certaines zones, en fait, par rapport à ça. Mais ça, de notre point de vue, encore une fois, ça, je ne peux pas le démontrer, on ne peut pas le démontrer, mais c'est à mon avis, des arguments à prendre en compte et peut-être pour guider plus tard des prochaines politiques publiques par rapport à ça, et surtout si on est confronté finalement à une autre pandémie, en fait, à peu près du même acabit. Mais vous allez me dire, ok, très bien, mais là, c'était dans le cadre justement d'une pandémie. Lorsqu'on est hors pandémie, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'un pass vaccinal, surtout sur une pathologie telle qu'on l'a connue, qui, mine de rien, en fait, quand même ciblait des patients bien précis et qui, heureusement, en fait, n'a pas tué toute la population. Est-ce que vraiment, hors crise, si là, aujourd'hui, je mets un pass vaccinal ou une obligation vaccinale contre la grippe et la Covid-19, est-ce que vraiment elle sera acceptée par la population? Est-ce que les gens, du coup, accepteront de se faire vacciner? Oui, justement, la société ne sera pas à feu à sang. Je ne pense pas que la société sera à feu à sang non plus, mais en tout cas, il risque d'avoir une forte contestation, au moins politique, avant d'être sociale, au sens où il peut y avoir des blocages au niveau des institutions politiques par rapport à ça. Là, pour le coup, effectivement, peut-être qu'il faut adapter au niveau des populations qui sont les plus vulnérables. Mais la question est de savoir, en fait, comment en fait, on le fait sans que les gens en fait, aient cette sensation que c'est une discrimination. Parce que c'est ça qui peut se passer. Et là, la solution en fait, qu'on essaie de construire et qu'on a proposée, elle est toute bête, c'est de se dire, c'est que généralement, lorsqu'un patient, là on prend le cas justement des patients cancéreux, lorsqu'un patient justement qui est en traitement, vient en hôpital de jour assez fréquemment justement pour son suivi, généralement, lorsqu'on est en octobre, novembre et que va commencer la campagne vaccinale, bon, le médecin à la fin lui dit, bon, et n'oubliez pas de vous faire vacciner. Voilà. On sait ce qui va se passer en fait derrière. C'est que soit la personne va le faire, généralement elle ne le fait pas forcément parce qu'elle est contre la vaccination, mais parce qu'elle considère, alors soit elle veut dire oui, mais bon, oui, alors oui, on ne sait pas trop pour les vaccins, ou j'ai pas le temps, ou j'ai d'autres trucs, etc. Mais si vous vaccinez juste à la fin de la consultation, comment ça se passerait? Et ça, en fait, d'une certaine manière, c'est une obligation en fait indirecte. En fait, c'est comme l'obligation qu'il y a avant, parce qu'en fait, vous incitez fortement, en fait, finalement, à le faire. Mais concrètement, peut-être que ça pourrait en fait améliorer la couverture vaccinale en fait par rapport à ça. Et d'une certaine manière, vous respectez en fait tout le temps la liberté. D'une part, pourquoi? Parce que vous lui proposez, vous n'allez pas le contraindre à le faire. Mais peut-être qu'en faisant ça, vous allez l'inciter à le faire et peut-être qu'il va se faire vacciner. Et de toute façon, le meilleur moyen pour savoir si cette solution est valide, elle est très simple. Si vous le faites au niveau d'un établissement, c'est de voir ou non ce qu'il y a d'augmentation de la couverture vaccinale par rapport à ça.
Le deuxième point, il est non discriminant aussi de notre point de vue. Pourquoi ? Parce que c'est la manière en fait de le présenter. Si vous le présentez comme une pathologie en fait qui est annexe par rapport au cancer, évidemment la personne peut vous dire attendez, pourquoi moi on me pousse plus à me vacciner et non pas pour les autres alors que c'est une maladie qui touche tout le monde. Mais si vous le présentez d'une manière en disant mais attendez, le problème c'est que de par le traitement que vous prenez, surtout si vous prenez une chimiothérapie, vous avez justement votre système immunitaire qui est quand même un peu flingué et que l'idée de ce traitement-là en fait c'est pas de vous protéger en fait contre la Covid-19, c'est de faire en sorte que le traitement que vous prenez contre le cancer soit le plus efficace possible. Et là, vous voyez en fait l'importance de la sémantique et vous changez totalement. Et que finalement, en fait, à partir du moment que cette vaccination rentre finalement en fait dans le processus de soins classique en fait d'un cancer, il n'y a plus de discrimination par rapport à ça. Parce que l'objet en fait, c'est pas de combattre la grippe ou la Covid-19, c'est de permettre un meilleur soin en fait pour une autre maladie. C'est de la sémantique, ça paraît idiot, mais nous avons cette intuition que ça peut quand même changer finalement les choses. Vous me direz qu'il y a toujours des gens qui, malgré tout, en fait, vont même si vous faites ça, qui vont malgré tout refuser. Et surtout, c'est qu'aussi la consultation, durant une consultation, un médecin n'a pas toujours le temps de faire ce travail-là d'explication. Et là, l'autre idée qu'on a eue aussi par rapport à ça était peut-être, comme vous le savez, en fait à Foch, on a développé une structure qui s'appelle l'Institut Lynn Renault et qui est une structure justement de soins de support. Les soins de support se développent beaucoup, surtout dans le domaine de l'oncologie. Alors maintenant, plus que dans le domaine de l'oncologie, c'est cette idée justement de mettre en place des thérapies qui parfois ne sont pas des thérapies médicamenteuses, mais qui sont un minimum justement réglementées, pour essayer pas tant de jouer en fait sur la curabilité du cancer, mais d'améliorer justement la qualité de vie du patient. Et si finalement dans ces structures-là, si on identifiait en fait au préalable les patients qui montraient clairement une réticence plus forte en fait, où on comprend que le refus de se faire vacciner, c'est pas juste une question de temps, c'est clairement parce qu'il y a une raison. Est-ce qu'on ne pourrait pas du coup les envoyer faire ces structures-là où il y aurait justement un temps de pédagogie nécessaire et de voir justement s'il n'y a pas de possible en fait de le convaincre en fait à le faire. Et pareil en fait par rapport à ça, encore une fois, l'idée n'est pas de lui dire que si vous le faites pas, vous serez pas soigné. Encore une fois, je pense que c'est très important en fait, c'est que et c'était le même point en fait qu'on a eu durant la Covid-19, c'est que l'idée n'est pas de dire que si vous le faites pas, il y aura une discrimination. C'est pas du tout ça. Justement, c'est d'essayer d'être pragmatique en fait par rapport à ça. C'est de prendre en compte en fait les valeurs qui d'une certaine manière sont importantes pour notre population, parce que indirectement elles conditionnent en fait sa survie et son bonheur. Et de l'autre, essayer quand même malgré tout de tendre vers ce résultat qui est une nécessité pour tous, d'améliorer la couverture vaccinale, sans pour autant en fait exclure ceux qui ne le font pas. Mais par des méthodes comme ça, en fait, on pense que c'est possible. Alors maintenant, la prochaine étape, évidemment, c'est de les mettre en pratique, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Mais j'essaierai plutôt, en fait, aussi de conclure, en fait, par rapport à ça. Finalement, en fait, par rapport à la théorie éthique qu'on vous a présentée et dont on vous a montré très brièvement l'application dans le cas justement de ces refus de vaccination chez les patients cancéreux. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. C'est que là, ce que je viens de vous dire sur la question de la dignité et de la liberté, ça c'est possible, mais c'est possible en Occident et c'est possible en fait dans des pays pour qui ces valeurs en fait sont importantes. Dans d'autres pays, ça ne sera pas forcément le cas. Je veux dire, si vous vous intéressez dans des pays où vous avez justement d'autres religions, d'autres écoles philosophiques, ou même parfois aussi d'autres structures familiales, l'égalité n'est pas une valeur qui est fondamentalement importante. En Inde, avec le système des castes, qu'on soit ou pas d'accord avec ce système-là, c'est un système qui est inégalitaire et qui est structurellement inégalitaire et qui est fondé en plus sur des raisons religieuses. Et que même si à un moment donné on a cru qu'on arriverait à aller contre ce système-là, et d'autant plus maintenant en plus avec le régime présidentiel qui est mis en place, qui est quand même beaucoup plus traditionnaliste, on va dire, j'ai des gros doutes sur le fait que le système des castes disparaisse. Je ne dis pas que je suis, moi, favorable au système des castes, mais c'est faire preuve, enfin, d'un certain réalisme et pragmatisme et de se dire qu'il y a une réalité, il y a trop de croyances morales et philosophiques, et que si notre finalité, c'est non pas d'avoir raison au sens de dire que vous avez tort, le système des castes ne veut rien dire, mais plutôt de se dire comment j'améliore, comment je soigne mieux les gens en fait, dans ce pays-là avec cette culture-là, peut-être qu'il est possible en fait, d'avancer. Donc, faire attention à l'art culturel, faire également aussi attention à la zone géographique, parce que là, tout ce que je viens de vous dire,
C'est clairement valable en zone métropolitaine, mais comment est-ce qu'on fait dans les Outre-mer ? On l'a bien vu, hein, que durant la Covid-19, que ça avait été un peu compliqué quand même dans les Outre-mer, surtout dans les Antilles par rapport à... Qu'est-ce qu'on fait ? Mais parce que là-bas, en fait, il y a aussi d'autres valeurs, parce qu'il y a notre histoire. Il y a ce qui s'est passé avec la colonisation, avec l'esclavage, etc. Donc le rapport à l'autorité est beaucoup plus contesté. Dès que vous avez quelque chose qui vient de la métropole, automatiquement, on veut s'y opposer. Alors soit on peut dire que c'est irrationnel, soit on essaye de composer avec. Ça, c'est deux choix, en fait, par rapport à ça. Et ça, c'est éthique de notre point de vue, de composer avec la réalité. Si, au bout du compte, les objectifs que vous avez, c'est finalement de mieux prendre en charge, de mieux prendre soin des personnes, et non pas de les tuer. Vous comprenez ? Évidemment, c'est l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place clairement au niveau, il faut distinguer les solutions qu'on peut mettre en place au niveau du pays et après ce qu'on va pouvoir faire au niveau des hôpitaux. C'est que oui, on va instituer une obligation, quelque chose qui se ressemble à une obligation au niveau du pays. Pour autant, et c'est ce qu'on a fait durant la Covid-19, les gens qui n'étaient pas vaccinés et qui n'avaient pas leur passe sanitaire, on ne leur a pas empêché de rentrer dans l'hôpital. Pourtant, si on avait suivi strictement la réglementation, la loi par rapport à ça, on aurait dû le faire. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que, éthiquement, ce n'était pas recevable et qu'on se devait de distinguer le macro du micro. Donc l'importance de l'échelle et enfin du contexte. Il y a des choses qu'on peut faire dans un contexte pandémique, de crise, d'action, où il y a un besoin de faire les choses très très vite, un contexte de guerre, et après, lorsqu'on est dans un contexte qui ne l'est pas. Ce que je vous ai montré en fait aussi tout à l'heure. Un pass vaccinal peut être entendable par la population et accepté dans un contexte de crise. Au-delà de la crise, on peut se poser la question, et ça, il faut le prendre en compte. Voilà, donc je terminerai avec ça, et j'espère justement vous avoir ouvert un peu l'esprit là-dessus, et vous montrer qu'il ne suffit pas, de mon point de vue, de construire des politiques publiques. Il faut aussi et surtout construire ces politiques publiques uniquement sur le fait parce qu'elles sont fondées sur la vérité scientifique. Je pense qu'il faut prendre en compte ces éléments qui sont irrationnels et plus se poser la question de savoir, avant de savoir si elle est vraie, évidemment il faut qu'elle soit vraie, est-ce qu'elle va être acceptée ? Et si elle n'est pas acceptée, comment je la rends acceptable ? Et nous, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire en fait, avec cette problématique de vaccination, et j'espère vous avoir convaincu. Et voilà. Deux remarques à faire et qui vous intéressent tous les deux. La première, c'est qu'il ne faut pas faire 10 000 pas parce que pour ceux qui, hyper obèses, se découragent dès qu'on leur parle de pas. Alors il y a une réflexion qui est très importante en éthique, qui est justement par rapport à l'objectif que l'on essaye en définitive d'atteindre. Et vous avez bien vu comment ça vous a été présenté, au contraire. Si la personne peut faire déjà quelques pas, ça sera déjà pas mal. Et ça, moi, j'ai bien aimé parce que c'est tout à fait ce qu'on appelle une éthique pragmatique, pour reprendre le mot de pragmatique, parce qu'on se rend compte en définitive dans quelle situation, et la singularité en éthique, c'est important. Il n'y a pas un patient qui représente un autre. Certes, de grandes études, et elles le montrent bien, permettent globalement d'affirmer déterminants et ensuite de voir comment, dans la discussion qu'il peut y avoir avec le médecin, comment agir, justement. Et cette phrase qui a eu lieu au niveau du Comité national d'éthique, c'était « Qu'est-ce que c'est que l'éthique ?» Eh bien, l'éthique, c'est pas faire pour le mieux. Eh oui, je le répète, l'éthique, c'est pas fait pour le mieux, c'est pour faire le moins mal possible. Et là, derrière, il y a une qualité, je dirais, qui est importante, qui est celle de l'humilité, un peu. Parce que quand on se rend compte, c'est ce que je disais un peu au début, et quand on voit où on en est actuellement avec tous les problèmes de la sécurité sociale, avec une non-application, on peut dire, d'éléments connus qui auraient permis de faire des politiques publiques beaucoup plus orientées, disons au moins plus claires, avec des choix démocratiques qui auraient été à l'avance. Donc tous ces éléments-là montrent bien
comment nous sommes un peu aveugles et que nous ne sommes pas conscients, en définitive. Il y a besoin d'éclaircissement, même avec la raison. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas rationnel, au contraire, je ne m'appuierai que sur la raison. Mais il est important de se dire qu'il peut y avoir des choses qui vous échappent. Et si je disais, par exemple, qu'il y aurait des choses qui ne m'échapperaient pas, eh bien, dans ce cas-là, j'aurais une vision hyper rationaliste qui devient excessive. Alors, j'ai expliqué pourquoi le problème de la singularité. Et ça montre une chose importante, une expérience qui a été faite en neurosciences, et justement comment des résultats de sciences fondamentales peuvent appuyer une relation, une réflexion par rapport aux caractéristiques de la relation elle-même. C'est le cas en particulier lorsque l'on est amené à donner un médicament, comme on dit. Alors, donner le médicament, ça peut se faire sous différentes manières. La première, c'est on donne le médicament simplement, voilà. Vous le prendrez. Ensuite, ça peut être éventuellement, je vous donne le médicament, mais je vous explique pourquoi ce médicament, en définitive, est important et adapté pour vous. On s'occupe un peu plus de la personne, peut-être là. Et ensuite, on peut imaginer que la personne se trouve à côté et, bien sûr, le médicament va lui être donné avec l'assistance de la personne. Eh bien, lorsqu'on fait les courbes au niveau de l'hypothalamus, au niveau de la région sous-thalamique, etc., sur les influx nerveux, sur le problème de la douleur, quand c'est un analgésique que l'on peut être amené à donner, eh bien, on se rend compte qu'il y a des résultats qui vont de 1 à 5, 1 à 10, etc. Donc, ça veut donc dire que de la manière dont on donne un médicament, ça vous transforme totalement le résultat. Je crois que c'est important en termes de politique publique, en termes de communication, tout cela. J'en aurais terminé sur un autre point, qui est, on a donné à des personnes dans une population au Québec, alors on peut tout le temps dire que les Québecs sont plus bêtes que les Français, mais je crois que c'est difficile. On a donné au Québec une page par rapport à un essai thérapeutique. Et on leur a demandé, bien sûr, de consentir, donc de signer. Et ensuite, il y avait des éléments qui ont montré que 50% des personnes, en définitive, n'avaient, alors soit pas les schèmes cérébraux, ils n'avaient pas tout ce qu'il faut, l'éducation, certainement, enfin tout ce que l'on veut, et il n'y en avait que 50% qui étaient capables de dire exactement ce qu'ils avaient signé. C'est quand même grave, parce qu'en médecine, de plus en plus, le côté médico-légal, imaginez qu'une personne sur deux, surtout qu'après, il y a les plaintes, et donc c'est une réflexion quand même importante. Mais par contre, ce qui est important, c'est pas ça. C'est que lorsque l'on prend en charge la personne, qu'on est amené à discuter avec elle, à aller plus loin, avec une certaine émotivité, lui prendre la main, éventuellement discuter avec elle de plein de choses qui permettent de faire une communication réelle, eh bien on peut diminuer à 20% ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire cette incompréhension de base que nous avons entre nous lorsque nous sommes amenés à discuter, à avoir des informations, d'autant plus dans un monde où nous pâtissons du nombre d'informations, et d'autant plus quand il y a un monde où il y a des fake news, qui permet dans ce cas-là de se réfugier en quelque sorte sur les controverses qui peuvent se faire et surtout aboutir à l'inaction. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir et qui prolonge un peu
ce que Cortot disait tout à l'heure, c'est-à-dire, et je crois que c'est très important pour la future profession de médecin, on en parlait au début avec l'étudiant qui est arrivé bien avant tout le monde, avec la technologie telle qu'elle se développe, de plus en plus, les actes technologiques, y compris au niveau du diagnostic, seront effectués et sont même, pour certains, supérieurs à ce que l'humain lui-même est capable de faire. Je parle l'humain médecin. Que va-t-il rester en définitive à la médecine? Qu'est-ce qu'on regarde bien? C'est la relation médecin-patient. Et c'est justement cette relation dont je parlais tout à l'heure qui est comment corriger l'information, comment être capable de dissuader et en même temps de faire référence. Mais c'est vrai que ça va demander à ce que les médecins aient des compétences qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant. J'ai vécu avec Yves Pélissier, que tu as dû connaître, la tentative de faire de la psychologie médicale en faculté de médecine et en particulier dans les études de médecine. Ça a été globalement, je dirais pas un échec, mais presque. Je ne parlerai pas de l'éthique, ça fait 40 ans que j'essaye plus ou moins de la faire rentrer, autant vous dire qu'elle est considérée, il y a qu'à voir d'ailleurs le nombre des étudiants, qu'elle est au maximum superfétatoire. Mais ce sont des éléments fondamentaux qui vont conditionner bientôt le résultat particulier de la connaissance, bien entendu, de grandes politiques de santé telles qu'elles vont s'adapter de plus en plus pour des raisons à la fois économiques, mais aussi contre la violence humaine, car vous vous rendez bien compte qu'avec les phénomènes migratoires, etc., je ne veux pas non plus augmenter, mais la peur, loin de là, mais montrer que le médecin va être amené là, confronté à des problèmes, je dirais, qui excèdent en fait une simple technicité, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, comme cela a été dit, le fait d'avoir été colonisé, on ne répond pas de la même manière à un traitement qui vous est présenté, le fait d'avoir eu pendant 20 ans, 30 ans, par rapport à ces cultures, des préconisations montrant qu'elles n'étaient aucunement toxiques et se rend compte ensuite que le nombre de cancers sont absolument faramineux dans la population, la crédibilité, je dirais même, de la parole devient particulièrement difficile. Et tous ces éléments demandent une adaptabilité du discours, et on ne peut sûrement pas à mon sens du moins, si on veut justement aboutir à un résultat qui soit non pas complet, mais le moins mauvais possible, de rentrer justement dans cette obligation de connaissance à la fois de sciences humaines et sociales, de droit, bien sûr, dans la responsabilité qui est soi-même, et voir comment nos différents actes rentrent dans un consensus social avec l'acceptation de telle ou telle forme, et pas plus loin, et bien sûr sur une base qui doit être une base... c'est un peu l'éthique aristotélicienne que je suis en train de plaider là, mais je pense qu'elle n'a pas complètement disparu. Voilà les 2 ou 3 remarques que j'aurais faites. Est-ce que ça fait sursauter l'un ou l'autre des deux, en particulier toi? Non, ça ne me fait pas sursauter, certainement pas. Non, peut-être ce que je voudrais, c'est savoir si parmi ceux qui sont dans la salle, il y a des questions, en fait, et qui voudraient... On va demander. Voilà. De toute façon, on va demander, mais peut-être interagir déjà sur ce qui a été dit, éventuellement, non? Vous êtes d'accord entre vous, ce que vous avez dit? Vous vous sentez bien? Il n'y a pas eu de contradiction? Ah bah non, justement, au contraire, pour moi c'était complémentaire. Comme je l'ai dit en fait au début, c'était... Alors, quelles sont les questions? Avez-vous des questions? Oui, bonjour.
J'aurais une question pour Monsieur Flao. Vous avez parlé de l'impact finalement du niveau de connaissance, du niveau d'instruction sur la démence, sur des risques de démence. Je suppose que ces données, les données que vous avez, sur lesquelles vous vous appuyez, concernent des personnes qui ont fait des études il y a déjà quelques années. Or, moi j'ai l'impression, et en tant que mère de famille, que mes enfants et la génération qui arrive n'abordent pas les études de la même façon que nous. Ils ont tendance à moins approfondir, en tout cas c'est la sensation que j'ai, en tout cas avec mes enfants, qu'ils utilisent ils passent beaucoup de temps sur des réseaux sociaux à regarder des vidéos qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, et surtout ils utilisent de plus en plus l'IA. Et moi, j'ai la sensation qu'ils réfléchissent moins, ils se forcent moins à faire travailler leur cerveau et qu'ils absorbent des données, ils posent des questions et ils reprennent telles quelles sans forcément prendre du recul. Alors ma question, ça serait, est-ce que vous pensez que justement toutes ces nouvelles technologies qui facilitent la vie, il est vrai au quotidien, mais peuvent avoir un impact plus tard sur justement la santé mentale de ces jeunes ? Alors merci pour cette question. Je pense que j'ai évidemment pas la réponse parce qu'on n'a pas le recul déjà, hein, bien sûr. Je pense que ce que vous dites, et ce que disait Christian Hervé aussi un petit peu plus tôt, c'est que la science évolue et qu'on aura d'autres données et qu'il est extrêmement important d'avoir des cohortes qui permettent de suivre sur de très très longues distances, très longues périodes ce type de problématiques et que très probablement, en effet, dans 20 ou 30 ans, on regardera l'impact des nouvelles technologies et pourquoi pas d'intelligence artificielle sur la démence. Ce que je voulais peut-être juste compléter, c'est qu'à un moment, j'ai parlé de la compression de morbidité. Et il y a deux théories qui se sont affrontées historiquement sur la prévention, qui vont vous étonner. La première, c'est l'expansion de morbidité, et la deuxième, c'est la compression de la morbidité, chronologiquement. Les premiers à avoir théorisé étaient ceux qui disaient « la prévention, ça va entraîner une expansion de morbidité », c'est-à-dire qu'on va être en fait beaucoup plus longtemps malade parce qu'on va avoir des maladies chroniques. Elle n'est pas magique, la prévention, elle ne marche pas chez tout le monde, et donc on va avoir une expansion de morbidité, et ça va coûter extrêmement cher à la société. Puis après, il y a d'autres qui ont dit non, ça va faire de la compression. Et moi, j'ai un peu dit de façon caricaturale, oui, en fait, on est plutôt dans la compression, regardez. En réalité, je crois que l'enjeu majeur se situe là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est qu'aujourd'hui, dans la société française, comme dans tous les pays d'ailleurs, mais en particulier dans la société française, il y a les deux cohortes. Il y a de l'expansion de morbidité pour un certain nombre de gens, et je ne parlerai pas des facteurs génétiques qui peuvent nous mettre dans l'expansion de morbidité. On peut avoir un diabète de type 1 et être malade et avoir... Voilà. Mais en fait, quelque part, statistiquement, en termes de probabilité, tous ceux qui cochent toutes les cases, qui ont fait des études supérieures, qui ont fait toutes les cases des 14, vont se trouver dans la cohorte de compression de morbidité. C'est-à-dire que les gens, finalement, qui sont bien éduqués et fortunés, aisés, on va dire, vont se trouver majoritairement dans la cohorte de compression de morbidité. Et en fait, tous ceux qui sont les plus vulnérables de notre société, ceux qui sont les moins éduqués, ceux qui sont les plus pauvres, vont se retrouver à avoir des pathologies chroniques tôt. Certes, ils auront une espérance de vie aussi qui va être amputée, mais une très longue morbidité parce qu'on a un bon système de santé qui va les maintenir, si je puis dire, le plus longtemps possible en vie, avec une qualité de vie très détériorée parfois et une très forte morbidité. Et ça, c'est l'enjeu. C'est de se dire comment faire pour que le maximum de personnes passent dans la cohorte de compression de morbidité. Et je me souviens qu'il y avait des débats, c'est pour ça que c'est votre question qui m'a fait penser à ça, c'est parce qu'il y a eu des débats sur la massification de l'enseignement supérieur. Vous vous rappelez, pendant des années, on disait, mais on donne les diplômes aux jeunes, c'est n'importe quoi, etc. En fait, la massification de l'enseignement supérieur a joué de façon très très positive en matière de santé, parce que je parle de la démence sénile, mais bien entendu, c'est vrai aussi pour un très très grand nombre de pathologies. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est certainement de réfléchir à comment faire pour que des personnes moins éduquées aujourd'hui, moins fortunées, puissent bénéficier de la prévention, parce que les autres,
ils viennent même pas assister à ce cours parce qu'ils cochent les cases. C'est vrai que ça ne nous est pas destiné à la plupart des gens qui sont dans ce type de configuration et qui ont la chance d'avoir une bonne éducation, de comprendre ce que c'est et après d'exercer leur liberté individuelle et de se dire moi je prends ça, je prends pas, mais au moins je sais exactement ce dont il s'agit pour moi. Donc je pense que c'est clé et c'est pas très simple. Il y a une personne qui avait réfléchi à ça pour le tabac, par exemple, parce que entre 80 et 2000, la France a creusé les inégalités de santé par sa politique de prévention contre le tabagisme. Parce qu'en fait, les cadres supérieurs ont tout accepté et ont décliné leur consommation de tabac, alors que les femmes, et des hommes notamment, alors que les femmes ouvrières, je ne parle pas des gens qui sont désinsérés sociaux, hein, je veux dire au bas de l'échelle sociale, simplement les femmes ouvrières qui ne fumaient pas beaucoup se sont mises à fumer beaucoup. Et en fait, la France, à ce moment-là, a changé sa politique de prévention et a introduit ce qu'on appelle le paquet neutre, ce qu'on appelle les images chocs, etc., qui n'était pas faite pour les gens très éduqués et fortunés. C'était fait pour les segments les plus défavorisés de la population. Donc, il y a des méthodes qu'on peut adresser et c'est pour ça que j'ai parlé très tôt de l'équité et pas simplement l'égalité. Et ça m'intéresserait d'ailleurs, Corto, d'avoir des commentaires sur ça parce que la France est guidée par l'égalité plus que par l'équité. Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, c'est intéressant, en plus, la remarque que vous faites par rapport à ça, c'est que finalement, là, ce qui guide là, justement, à nouveau, c'est pas tant le fait... Enfin, comment dire, là la problématique, c'est pas tant qu'il y ait moins de fumeurs, enfin, si, c'est ça quand même, mais la problématique, là, c'est l'inégalité, en fait, par rapport à c'est ça qui est assez intéressant, en fait. Ce qui, là, obsède, finalement, les gens, c'est pas tant que les gens arrêtent de fumer, c'est le fait qu'il y ait une inégalité, en fait, dans les gens qui fument pas. Déjà, ça, je trouve ça en fait assez intéressant. Après, et aussi l'autre chose sur les images, j'avais pas capté, que les images c'était pour ça, et ça rappelle l'histoire avec les églises, lorsqu'on mettait pour les personnes qui ne savaient pas lire, et voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Je pense que par rapport... je vais encore me répéter, en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant que je commente encore davantage, mais... C'est peut-être d'ailleurs aussi un peu le souci. Pourquoi il y a aussi un échec par rapport à ça. Et encore une fois, ça rebondit sur ce qu'a dit le professeur, en fait. C'est que je pense que la plupart des politiques publiques sont plus construits autour de grands principes. Et lorsqu'ils sont construits autour de ces grands principes, il n'y a pas cette volonté de savoir, et ça rejoint du coup la problématique de l'égalité, quelle est finalement en fait, leurs conséquences en fait, pratiques. En fait. C'est que, on l'a vu finalement, on le voit aussi sur la... Voyons l'histoire des taxis en fait actuellement en fait. Comme on est obsédé par l'égalité et non pas par l'équité, n'importe qui, peu importe ses revenus, peut justement selon en fait son degré de maladie et non pas selon ses revenus, avoir le droit en fait d'avoir justement sa prise en charge en fait en taxi. Oui, c'est égalitaire. Est-ce que c'est forcément juste ? Est-ce que c'est juste qu'une personne qui a un patrimoine de plusieurs millions d'euros ait le droit de la même manière qu'une femme ou un homme, justement, qui a ce qu'on appelle une petite retraite, qui n'a pas de patrimoine, d'avoir aussi, justement, son accompagnement de taxi qui est payé ? Bah non, ça, je ne suis pas forcément certain. Peut-être parce que, justement, c'est par rapport à ça, et que, justement, comme on a cette obsession, justement, de ne pas discriminer, en fait... du coup, on met en place des politiques autour de grands principes, l'égalité, tout est égal, et effectivement pas autour de l'équité. Et au bout du compte, c'est quoi au bout du compte ? Du coup, c'est cette augmentation, alors pas du CASA, c'est pas du cotaxi, évidemment, cette augmentation qu'on a pu voir cette année de 46% justement du déficit de la Sécu. Moi, c'est ça, en fait, finalement, la critique que je fais de manière générale aux politiques de santé publique. C'est d'une part la construction autour de grands principes, et que même lorsqu'ils le construisent autour de ces grands principes-là, ils ne cherchent même pas en fait à voir est-ce que vraiment en pratique en fait ça a un effet et est-ce que vraiment en fait ça préserve en fait l'égalité, est-ce que vraiment ça rend égal en fait de faire ça. Donc moi c'est plus là-dessus en fait que j'aurais en fait aussi en termes de critique en fait à faire. Je me permettrai de souligner là ce que vous venez de dire qui m'apparaît très important. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la réflexion un peu éthique, les valeurs qui peuvent venir,
un peu les sciences humaines et sociales qui mériteraient d'être mieux connues, ne serait-ce que dans une relation médecin-patient, etc. Mais là, on est en train d'introduire une troisième donnée qui m'apparaît fondamentale, qui est le social. Et c'est vrai que j'avais été étonné il y a une trentaine d'années, quand j'étais au Conseil de l'Europe, et que l'on m'avait dit, alors que j'étais prof de santé publique, que en fait la santé publique c'était 10% la médecine et éventuellement ses recherches, et que 90% c'était la démocratie, que c'était la manière de vivre ensemble, que c'était les rapports entre les hommes et les femmes. Ça m'avait beaucoup choqué, mais je suis désolé, tout ceci s'est complètement affirmé. C'est peut-être pas 10%, c'est peut-être 20%, le problème n'est pas là. Et si je mène ça, c'est pour... Encore faut-il se poser la question pourquoi les femmes, dans les années 80 à 2000, ont été amenées à fumer. Qu'est-ce qui s'est passé de 80 à 2000 ? Il y a eu toute une campagne, d'ailleurs, dont certains médecins comme moi-même, d'ailleurs, se sont absolument impliqués contre les maltraitances intrafamiliales, tous ces éléments-là de domination qui avaient été bien décrits par Bourdieu, il fut un temps, etc., la domination masculine. Françoise Héritier-Auger, ancienne présidente du Comité national d'éthique, et dans Masculin, Féminin, l'a énormément montré que le socle, pendant, et même actuellement certainement, est assez, entre guillemets, machiste. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une classe de personnes est amenée à adopter une attitude, justement dans un esprit de liberté, etc. Tous les éléments symboliques sont là. C'est-à-dire qu'il y a le social, il y a le symbolique. Je me rappelle d'une conférence que j'avais fait faire justement sur ces questions, il y a à peu près une vingtaine d'années, où on avait interrogé. Et la personne qui était venue avait dit, de toute façon, c'est de l'ordre du phlogistique. Et il avait expliqué comment les chercheurs, sur la réalité ou non du phlogistique, c'est-à-dire en définitive ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on n'appréhende pas. Et c'est vrai que là, la raison et la connaissance est justement d'essayer de typer, de comprendre, et pour répondre totalement à la question de madame, qu'est-ce qui est important, pas simplement pour les médecins, mais dans le métier, c'est la réflexion, c'est la pratique, la réflexion sur la pratique, ce qu'appelle Paul Ricoeur la sagesse pratique, ce que Aristote appelait la phronésis, c'est-à-dire la manière de remettre en question son propre travail et les travaux que l'on est en train de faire sur les règles que l'on avait adoptées et que quelquefois on dissémine, pour en adopter d'autres. Ça s'appelle le progrès. En définitive, et Paul Ricoeur, dans cette métaphore, me disait, car je lui posais la question, mais dans une société où toutes les valeurs, en définitive, s'étiolent, la solidarité, l'égalité sont des beaux mots, tout ça, mais quand on est dans les réalités, dans certaines classes sociales, je pense que le problème n'est plus entre les mots, parce que là, visiblement, il y a un phénomène. Et j'avais dit, mais comment d'après vous, aller vers une vision éthique sociale d'une société ? Il m'avait dit, et je m'en rappellerai tout le temps, et je le répète tout le temps, bien sûr, à Cortot, il m'avait dit, mon cher ami, déjà les valeurs sont toujours là. Ce qui n'est plus là, c'est la manifestation des valeurs. Mais c'est vrai que la manifestation, en termes
médicale ou autre, on se trouve que c'est un peu ailleurs, manifestation, vous voyez ce que je veux dire, la manifestation symbolique des valeurs. Et il disait, ce qui est important, c'est de retourner dans les pratiques, c'est-à-dire revenir au niveau de ce qu'on fait, évaluer ce que l'on fait, et essayer ensuite, en fonction, alors bien sûr, démocratie, etc., travailler, collégialité, vers les nouvelles manifestations des valeurs que nous attendons. Donc, ma réponse sera, la seule chose qui est importante en définitive, c'est la pensée, qui fait la différence, et nous sommes dans One Health, qui fait, et peut-être la pensée et sa construction, qui fait peut-être la différence entre les différentes origines des animales, et qui permet en quelque sorte, non pas d'avoir une domination, mais mieux comprendre. Donc je pense qu'il faut absolument les phénomènes de médiation, de réflexion, les développer. Voilà quelle serait ma... Et je crois que c'est un peu dramatique d'utiliser ou de mal utiliser des techniques alors qu'elles apportent énormément. C'est vrai qu'elles apportent de manière directe, un accès direct à toute la connaissance. Mais comme il y a cet afflux et qu'il n'y a pas ce discernement, autre mot particulièrement important, le discernement, eh bien, si on n'apprend pas ça, eh bien, je crois que réellement, les personnes auront peut-être des moins bonnes qualités de vie, en tout cas, ne seront pas du tout autonomes et risqueront d'être dominées beaucoup plus facilement par ceux qui, au contraire, auront eu l'intelligence de l'employer quand même, mais à bon escient. Une grande mesure. Yorgos voudra intervenir. Yorgos, tu as la parole. En fait, juste une chose, ma question, je partage avec toi un intérêt pour Aristote, mais on ne peut plus accepter sa téléologie quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que les conditions sociales et les conditions de connaissance aujourd'hui font que les éthiques passées, il faut quelque part, je dirais, faire des ajustements. Mais ma question s'adresse à Courtauld, parce que je ne comprends pas cette insistance sur la bioéthique. La bioéthique ne traite que de l'éthique des actes médicaux, ou alors je n'ai pas compris quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est que toute la discussion que j'ai beaucoup appréciée sur les inégalités, et donc comment les inégalités deviennent des injustices sociales, devrait nous faire penser justement à quelle est la réponse. Et la réponse aux inégalités sociales de santé, c'est la justice sociale. Et donc, il y a, je dirais, un champ d'expression, de recherche sur le plan de la compréhension de ce que les populations, par exemple, j'ai passé plus de 10 ans à enquêter dans les quartiers politiques de la ville, et ce que j'ai écouté, c'est des gens qui ont le sens de la justice, qui ont des valeurs, mais qui se trouvent en difficulté, en situation d'injustice, qu'ils expriment d'ailleurs très bien. Ça prouve que c'est des acteurs critiques majeurs, même s'ils ne cherchent pas à s'intéresser à la politique. Et donc, ce que je voulais poser comme question à Courtauld, parce que je tourne autour, c'est comment on peut passer de la bioéthique à une éthique du soin, du souci, c'est-à-dire du care, puisque c'est une théorie, enfin une école d'éthique, une orientation éthique, etc. Comment on fait? Parce que la bioéthique se discute entre médecins, entre experts. Et donc, on peut faire des choses, je ne conteste pas qu'il y a une déontologie médicale, mais je fais une distinction avec l'éthique qui est quand même incarnée, qui est ce qui nous guide, je dirais, au moment où on pense, où on agit. Et donc, c'est là que je ne comprends pas pourquoi on s'enferme dans la bioéthique, ou peut-être qu'on me corrige, que ce soit le cas, que je n'ai pas compris correctement, parce que l'anthropologie, par exemple, s'intéresse aux valeurs des populations
Et j'ai du mal à accepter ce relativisme, ce pluralisme moral qui signifierait de botter en touche. Il y a une diplomatie à exercer, quelque chose. Je ne suis pas un universaliste, je ne cherche pas. Le mot n'a pas été prononcé par Courteau, mais c'est un péché typiquement français, un universalisme tyrannique, et qui n'est pas, je dirais, sans nous rappeler les épisodes de la colonisation. Et donc, comment on recrée de la confiance dans une société fissurée, je dirais, conflictuelle? Je vais être très synthétique parce que l'heure tourne, il est 18h52. Alors là, pour le premier point sur la problématique, la bioéthique est uniquement sur les actes médicaux. Alors historiquement, il y a deux écoles de la bioéthique, mais c'est vrai que celle qui a pris le pas, c'est ce qu'on appelle, c'était l'école de Georgetown, c'est la bioéthique qui a été initiée par André Heidegger, qui était au travers du Kennedy Institute au début des années 70 à l'université de Georgetown, et qui, au même moment que le Hastings Center, et c'est vrai, qui sont des gens qui vont instituer, théoriser justement la bioéthique, qui eux d'ailleurs, ils vont plus s'appeler d'ailleurs éthique biomédicale, donc ça rejoint finalement ce que vous dites aussi, et vraiment la focaliser surtout sur les problématiques de soins. Et je rappelle, l'université de Georgetown étant une université jésuite, en l'accent justement sur les problématiques de fin de vie, en particulier d'avortement, et donc sur des thèmes finalement qui vont être très récurrents encore maintenant, à tort ou à raison, dans le domaine de la bioéthique. Mais à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'école du Wisconsin, qui en fait et qui était incarnée par von Dressler-Potter, et qui au contraire considérait que évidemment qu'il fallait s'intéresser aux pratiques médicales, qu'elles soient de recherche ou de clinique, mais qu'il fallait aussi inclure de manière plus largement aussi tout ce qui, en fait, élargir aux sciences de la vie, de la santé, pas se limiter uniquement en fait à la médecine. Et c'est vrai que nous, enfin en tout cas moi et aussi avec le professeur ensuite, on s'est plus inscrit finalement dans cette école-là. C'est en ce sens-là en fait où je parle de bioéthique. Mais il y a aussi une volonté aussi un peu d'humilité. Comme vous le dites aussi, c'est que l'éthique au sens large, en fait tout le monde peut aussi l'incarner. Et l'idée aussi de parler de bioéthique, c'est de se dire que ce qu'on va faire n'a pas vocation à vouloir régler l'ensemble des problèmes du monde. Elle a vocation à s'intéresser justement aux sciences de la vie et de la santé, et après pour les autres domaines, l'informatique, ce genre de choses, etc. Moi, en plus, c'est pas ma formation initiale, je ne souhaite pas m'y intéresser, je ne me considère pas forcément suffisamment compétent par rapport à ça. Et en plus, je ne pense pas avoir cette sensibilité-là. Ensuite, sur la problématique, justement, le côté pluralisme moral, c'est pour ça que j'ai cité, et peut-être d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément bien étayé, mais j'ai été, moi, profondément marqué, et le professeur le sait, vraiment par William James, parce que je pense que William James se posait la même question que j'ai pu me poser, on va dire à peu près un siècle et demi d'écart, sur sur comment, lorsqu'on est scientifique et qu'on n'est pas forcément croyant, comment, en fait, on considère le fait religieux. Est-ce que, comme d'une certaine manière, les positivistes, au travers Auguste Comte, ont fait, est-ce qu'on continue en fait à l'exclure, ou est-ce qu'on ne cherche pas finalement à considérer ce phénomène comme un phénomène en fait partie prenante, et qu'il faut finalement, si on veut pouvoir continuer en fait à faire progresser la société par rapport aux progrès scientifiques, sociaux, etc., finalement l'intégrer. D'où finalement ce que j'ai dit aussi, c'est que voilà, c'est qu'on ne peut pas démontrer dans la pratique que Dieu existe. Par contre, dans la pratique, on peut démontrer qu'il y a des croyants. Et il y a beaucoup de croyants. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément adhérer à leurs croyances. Ça ne veut pas dire que lorsque je dis qu'il faut, je ne sais pas, considérer un certain nombre de personnes croyantes, que forcément ça veut dire que nous, il faut forcément y croire. Mais c'est de se dire que surtout lorsqu'on va composer en fait des politiques publiques, c'est de se dire en fait qu'on est obligé de prendre cette donnée-là. Surtout si on veut au bout du compte que ces politiques publiques soient acceptées et vraiment mises en place. En fait, tout ça pour dire qu'il ne suffit continuer en fait finalement à développer des politiques publiques uniquement sur cette conception très rationaliste que finalement seule la raison en fait est la seule source de connaissance et finalement la seule source de bien. C'est pas tant qu'elle est mauvaise, bonne ou dans l'absolu, c'est que même dans la pratique, et je pense qu'on le voit maintenant, et je pense que je l'ai montré, j'ai cherché à le montrer au travers de la vaccination, et on le voit aussi sur le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'elle n'est pas suffisante.
Récemment, et je finirai là-dessus, j'ai écouté Jean Covici, justement, qui a intervenu sur la problématique du réchauffement climatique sur France Inter. Et à un moment donné, on lui pose la question, mais parce que là, le fait est, et surtout là, depuis la guerre en Ukraine, bon, les gens, le bio, tout ça, etc., bon, les gens, en fait, montent un certain désintérêt, justement, à nouveau par rapport à l'écologie. Et lorsqu'on lui pose la question, pourquoi, et lui, il dit, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Mais si, c'est compréhensible d'une certaine manière. C'est parce que justement, Jean Covici, étant un ingénieur, a une approche ultra-rationaliste et considère qu'il ne comprend pas, alors que c'est vrai, c'est comme ce que je disais au début, alors que c'est vrai, c'est démontré, ce qui est vrai. Les gens ne le font pas, mais parce qu'en fait, il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu. Et que justement, en fait, c'est pas la raison en fait qui guide les gens qui font ça, c'est d'autres choses. Et d'ailleurs, il dit aussi une chose, il prend ça comme exemple et ça rejoint en fait ce qu'il a dit. Lorsqu'on pose la question pourquoi vous faites pas ce respect de l'écologie, ils disent attendez, pourquoi moi je le fais et pas lui? C'est pas égal, c'est inégal. Et donc au bout du compte, c'est ce que vous voyez en fait, c'est que les gens en fait se cachent toujours contre des valeurs, peu importe la vérité que vous allez dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De toute façon, je n'ai pas trop le temps de développer. On peut s'appeler après, si vous voulez. Yorgos, on continuera cette discussion, si tu le veux bien, dans le cycle prochain, s'il existe. Mais je tenais à remercier surtout nos deux interlocuteurs, là, nos deux qui se sont bien exprimés. Et je crois que comme dernière conférence de l'année, c'est quand même une des plus intéressantes qui a été faite et je tiens à les remercier d'avoir été là et à bientôt et peut-être bonnes vacances dans ce cas-là pour ceux qui n'ont pas d'examen à passer, tout simplement. À bientôt.